Le titre de la conférence ce soir, c'est l'ajusteur de pensée. Alors ça, c'est un terme qui me semble avoir vu dans la cosmogonie d'Urantia peut-être apparaître pour la première fois. C'est certainement un des concepts les plus intéressants qui existent en psychologie ésotérique. Maintenant, le terme d'ajusteur de pensée fait un peu allusion à un mécanicien, un ajusteur, un peu comme quelqu'un qui équilibrerait peut-être les parties de notre véhicule. Quelle est ta définition donc de cet ajusteur de pensée? Quel est son rôle? Bon, si on prend le terme ajusteur de pensée et qu'on essaie d'y trouver un synonyme plus commun, plus courant, on va parler, l'ajusteur de pensée, ça pourrait être plus précisément la représentation de l'Esprit Saint du Nazaréen. Lorsque je dis que l'énergie supramentale a comme correspondance l'Esprit Saint au niveau de la Bible, c'est pour me faire entendre, c'est pour descendre, disons, pour mettre plus proche de ceux qui écoutent ce phénomène de l'énergie supramentale. L'ajusteur de pensée, c'est beaucoup plus cet Esprit Saint connu des apôtres que l'énergie supramentale. Si je dis que l'intellect est l'ajusteur psychologique, c'est-à-dire c'est un mécanisme qui permet à celui qui a un ego, celui qui a une psychologie, celui qui a de l'information, celui qui a une mémoire, celui qui a de l'expérience, de pouvoir conserver sa mémoire, son expérience, ses concepts, sa croyance, sa foi, sa religion, tout en goûtant quelque chose de neuf, parce que le neuf va être ajusté par l'ajusteur psychologique à sa psychologie. Alors celui qui croit en Dieu et qui croit que Dieu a créé l'homme et que par la suite Dieu a créé la femme, lorsque ce personnage lit ou entend ou vibre énergétiquement que peut-être ce Dieu a créé d'un constituant humain un homme et une femme en même temps. Et parce que dans le vocabulaire légué par le patriarcat, par la race mâle, homme veut dire humain et homme veut dire mâle et femelle femme, lorsque Dieu créa l'homme, créa l'humain, et lorsqu'il créa la femme, il créa aussi le mâle. Lorsque cette personne qui a un concept, qui a une foi dans cette création de l'homme mâle et par la suite la création de la femelle, entend ce que je viens de dire, il peut soit trouver cela parfaitement logique, soit qu'il peut l'ajuster par le mécanisme de son ajusteur psychologique et dire « Oh ouais, ben c'est ce que lui pense, mais en réalité, c'est bien évident que Dieu a créé le mâle avant tout, et d'une côte de l'homme, il a fait la femme. » Alors, il a ajusté le neuf pour que le neuf ne déforme pas le vieux. Ça, c'est le rôle de l'ajusteur psychologique, ce que moi j'appelle l'intellect. Alors, l'être humain d'aujourd'hui, il est intellectuant, c'est-à-dire il n'est pas intelligent, il est intellectuant, donc il a une intelligence qui est tributaire de ses mémoires, de son expérience, tandis que l'être intelligent n'est pas tributaire ni de ses mémoires, ni de son expérience, ni de l'expérience de la planète. Ça, c'est l'ajusteur psychologique, l'intellect. Lorsqu'une personne apprend que son fils sur un champ de bataille est mort, elle peut dire « Non, moi je ne crois pas à ça. Non, ça se peut pas, c'est une erreur. » C'est l'ajusteur psychologique. Sa psychologie ne pouvant accepter le neuf, il y a un mécanisme qui a été connu dans l'antique religion sous le terme ange gardien, qui vient ajuster pour préserver l'intégrité psychologique de la personne qui souffre, ou qui pourrait souffrir, à un point tel qu'elle pourrait même en mourir. Alors, ce qui fait que l'ajusteur psychologique ajuste la réalité à l'illusion de l'humain. Mais l'ajusteur de pensée fait autre chose. L'ajusteur de pensée, c'est aussi une mécanique qui permet à l'ego, donc qui permet à l'humain, à l'homme et à la femme, de pouvoir être transmuté, de pouvoir subir une mutation régie non pas par l'ego qui a soif d'évolution, mais régie par l'évolution même. L'ajusteur de pensée, c'est une vibration
une énergie qui naît et de l'énergie supramentale et de l'énergie humaine. Si je prends un vocabulaire de l'antique religion, je peux dire que l'ajusteur de pensée naît et de l'humain et de Dieu. C'est-à-dire que lorsque l'énergie supérieure à l'ego humain entre en contact avec l'ego, par le biais du mental, par le biais de l'intellect, les deux énergies se touchant vont se lutter, vont se combattre pendant un laps de temps, et ce qui va naître de ce contact va être l'ajusteur de pensée. L'ajusteur de pensée est la faculté énergétique, intelligente, qui oblige l'humain à cesser d'être manipulé d'une façon archaïque, planétaire, pour pouvoir devenir un nouvel outil qui sera manipulable par son esprit. Alors, c'est le rôle de l'ajusteur de pensée et c'est ce qu'est l'ajusteur de pensée. Est-ce qu'il fait partie de l'homme intégral dans sa multidimensionnalité ou est-ce que c'est quelque chose qui est totalement extérieur à lui-même? C'est un phénomène qui ne fait pas partie de l'être humain réel, c'est-à-dire de l'être humain accompli. L'ajusteur de pensée est un mécanisme qui vient de l'humain, mais qui vient aussi de l'extérieur. C'est-à-dire que l'ajusteur de pensée, cette phase de l'évolution humaine va voir sa naissance dans un monde qui n'est pas tout à fait humain et qui n'est pas tout à fait divin. C'est d'ailleurs le mécanisme qui va relier ces deux mondes. Mais lorsque l'être humain est accompli, l'ajusteur de pensée disparaît ou est intégré, mais c'est-à-dire que la forme même de l'ajusteur de pensée disparaît totalement de l'homme ou de la femme réelle, de l'être accompli. Alors c'est donc un mécanisme passager, c'est un mécanisme qui est expérimenté, c'est-à-dire que l'ajusteur de pensée, pour répondre clairement à ta question, il y a des ajusteurs de pensée qui vont naître du contact entre l'esprit d'un humain et l'humain, et il y a des ajusteurs de pensée qui vont naître de l'expression de ce contact, et ces ajusteurs pourront servir à d'autres humains qui n'ont pas le contact. Donc, pour la majorité des terriens, pour la majorité des humains sur la planète, leurs ajusteurs de pensée sera quelque chose d'extérieur à leur évolution présente, tandis que pour certaines personnes, eux-mêmes vont créer l'ajusteur de pensée. Quelle différence il y a entre l'ajusteur de pensée qui naît de la friction ou du contact entre l'esprit et l'ego, et l'ajusteur de pensée qui est l'expression de ce contact-là? C'est ça que je ne comprends pas. Bon, alors simplement que lorsqu'une antenne supramentale, lorsqu'un individu, lorsqu'un humain entre en contact avec son esprit, la friction planétaire de l'énergie terrestre à la friction extraterrestre, donc à la friction supramentale, crée l'ajusteur de pensée. Cet ajusteur de pensée sera créé, c'est-à-dire qu'il sera créé dans une partie de notre atmosphère qui est reléguée dans les plus hautes couches de notre ionosphère, c'est-à-dire que cet ajusteur de pensée amène à l'être humain une vue planétaire, donc un ensemble de conscience planétaire, mais cet ajusteur de pensée ne peut pas être intégralisé dans le corps physique de l'humain. C'est d'ailleurs ce qui fait que l'ajusteur de pensée reste toujours incolorable par l'expression vivante de l'homme, de celui qui aura cet ajusteur de pensée personnalisé. L'expression de l'ajusteur de pensée, c'est ce qui va pouvoir servir à l'extérieur, donc aux autres humains, c'est simplement la mémorisation de l'expérience de ce contact supramental, donc de ce contact de l'esprit avec un humain. Ce qui va rester comme expérience mémorielle, expérientielle dans le contexte planétaire, pourra être un ajusteur de pensée non personnalisé, non expérimenté, c'est-à-dire qu'il ne connaît pas l'humain ou les humains avec qui il aura affaire à faire. C'est une mémoire hautement supramentale qui pourra servir de biais énergétique entre l'humain, qui comme tel n'a pas cette recherche d'évolution, cette recherche de vision claire, de vision pure ou de réalité. Cet humain pourra quand même, par le biais de l'ajusteur de pensée collectif, arriver à cette énergie supramentale sans lui-même l'avoir créée. Alors, l'un des deux ajusteurs de pensée est créé par le contact focalisé d'un humain et de son esprit. C'est un ajusteur de pensée qui sera personnalisé, donc qui n'appartiendra qu'à cet humain, qui ne peut appartenir à personne d'autre, et cet ajusteur de pensée sera dissous, désintégré lorsqu'il y aura fusion. C'est-à-dire lorsque l'esprit prendra totalement possession de la place qui lui revient au niveau de l'évolution.
Tandis que la mémorisation, l'expérimentation supramentale de ce contact crée un ajusteur de pensée, donc une vague énergétique qui pourra servir une communauté, une collectivité, mais cet ajusteur de pensée, elle servira à faire en sorte qu'un humain entre en contact avec son esprit ou avec un esprit, mais je ne parle pas du monde spirit, évidemment. Et lorsque l'humain entre en contact avec, il pourra lui-même se créer un ajusteur de pensée, donc l'ajusteur de pensée collectif le libérera pour pouvoir aider d'autres humains, donc se promener. Plus il y aura d'humains qui vont avoir ce contact, plus l'ajusteur de pensée collectif grandira. Alors, si on regarde les apôtres, lorsque le Nazaréen leur a donné le Saint-Esprit, le Nazaréen leur a simplement donné la possibilité de se connecter à l'ajusteur collectif qui était né de son propre contact avec son propre esprit. Maintenant, ce serait quoi le rôle ou la fonction simplifiée de cet ajusteur de pensée? Là, je veux dire en termes simples, puisque il y a donc pour fonction d'ajuster les pensées, ça veut dire que les pensées ne sont pas ajustées. C'est quoi son rôle par rapport à la pensée? Bon, une pensée est toujours ajustée en ce sens que une pensée est toujours en accord avec ce qui la constitue et avec ce qui la crée. L'être humain pense de par ses mémoires, c'est-à-dire que l'être humain peut penser en français s'il a appris le langage français. L'être humain peut penser en allemand s'il a appris la langue allemande. L'être humain peut penser à un cheval s'il a déjà visualisé un cheval. Mais l'être humain ne peut pas penser à Bételgeuse ou à Sirius dans l'ensemble même de ses étoiles s'il ne les a pas expérimentées. L'être humain ne peut pas penser à des choses qu'il ne connaît pas. Sa pensée est toujours ajustée par rapport à ce qui la crée, c'est-à-dire que la pensée d'un humain est toujours ajustée à la mémoire qui vomit dans sa conscience pour générer cette pensée. Or, l'être humain qui pense à un accident connaît la probabilité d'un accident. L'ajusteur de pensée, qu'est-ce qu'il vient faire? C'est qu'il vient obliger la conscience qui réfléchit l'expérience de la planète Terre, donc l'expérience humaine, à réfléchir l'expérience extraterrestre, l'expérience divine ou l'expérience supramentale. L'ajusteur de pensée, c'est un mécanisme énergétique qui va obliger l'humain, à son insu de prime abord, et tant que l'humain, tant que l'ego de l'homme, tant que l'ego de la femme ne saura pas se mettre à genoux devant son propre esprit, il va l'obliger, donc à son insu, à réfléchir, donc à penser d'une façon tout à fait nouvelle, c'est-à-dire qu'au lieu de raisonner une réflexion, tu exprimeras une réflexion. L'ajusteur de pensée, il permet et il oblige l'humain à vivre une mutation neuronique, neurologique, psychologique, mentalique, c'est-à-dire qu'il oblige l'être humain à se poser une question, mais à y répondre. L'être humain qui est réfléchi par le contexte expérientiel planétaire pose des questions. Alors il demande d'où je viens, qu'est-ce que je fais ici, où je vais, pourquoi la mort, pourquoi je vais mourir, pourquoi je suis venu au monde, pourquoi la terre, pourquoi les étoiles, pourquoi les guerres. Pourquoi Dieu? Pourquoi ne s'en mêle-t-il pas? Pourquoi n'existe-t-il pas? Pourquoi existe-t-il? Pourquoi l'amour? Pourquoi la haine? Pourquoi tout? Ça, c'est le contexte humain. L'ajusteur de pensée permet à celui qui pose une question de se répondre. C'est-à-dire qu'il oblige la pensée à être structurée d'une façon nouvelle. La pensée, présentement, chez l'humain, est structurée à partir, premièrement, de ses mémoires, et ces mémoires vont pouvoir se structurer en pensée dans une espèce de cadre qui est créé par l'émotivité de l'humain. Si l'humain a un cadre extrêmement émotif, les pensées qui pourront s'y imbriquer ne seront que des pensées attirées par la vibration émotive. Si c'est une vibration, disons, beaucoup moins émotive, alors les pensées peuvent être structurées sur un cadre neuf, sur une trame moins émotive, et normalement, ce genre de pensée va rapprocher la conscience de l'humain de la réalité, donc le rend plus efficace. L'ajusteur de pensée, lui, vient créer un nouveau cadre dans lequel les pensées pourront être placées, mais ordonnées d'une façon nouvelle. Alors, il faut faire attention, c'est que l'ajusteur de pensée n'amène pas de l'information à l'humain. L'ajusteur de pensée permet, par contre, une restructuration de l'information déjà emmagasinée chez lui, chez l'humain, pour que l'humain réponde d'une façon neuve. C'est-à-dire que toi, tu as un langage, et ce langage te permet à peu près de répondre à n'importe quelle question. Alors, tu n'as donc pas besoin d'informations énergétiques tout à fait neuves.
Tu as besoin, par contre, d'une trame, d'une structure qui va permettre de placer ce que tu as comme information d'une façon nouvelle, de façon à ce que cela crée une parole neuve, de façon à ce que cela crée une pensée neuve, quelque chose de neuf. Alors l'ajusteur de pensée, il amène ceci à l'être humain, c'est que l'être humain peut maintenant se répondre à toutes ces questions. Lorsque l'on parle de l'Esprit Saint ou du Saint-Esprit, de l'Esprit pur, de l'Esprit non coloré des apôtres, on parle surtout, non pas de la faculté de savoir, mais de la faculté de répondre. Il y a une différence majeure entre le fait de savoir, moi je sais et j'ai besoin pour savoir plus que l'on me pose des questions. Et prochainement, je saurai sans avoir besoin de questions que d'autres pourront me poser. C'est-à-dire que moi, j'ai passé la phase où je me pose des questions et où je me réponds. Je peux m'amuser à le faire. Je peux passer le temps à le faire. Dans une conférence, si on n'a plus de questions, alors là, je peux me poser des questions et m'y répondre. Mais c'est un jeu. L'être humain qui se pose des questions, l'être humain planétarisé, l'être humain terrestrifié, celui qui est sur la planète, pose des questions et n'a pas de réponse. Alors il cherche la réponse chez un maître, il cherche la réponse chez un prêtre, il cherche la réponse dans un livre. À l'intérieur de lui et à l'extérieur de lui, il n'y a pas de réponse. Il y a des permutations de l'expérience terrestre, il y a des réponses qui devront être détruites par de nouvelles questions. Répondez à n'importe quelle question que vous vous posez, et moi, je peux vous poser une nouvelle question qui va démolir votre réponse. Tandis que lorsque l'ajusteur de pensée vient ajuster votre capacité de réordonner vos connaissances, vous allez répondre à une question et personne, ni même vous, n'allez pouvoir changer ou démolir votre réponse. Elle sera authentique, elle sera parfaite. Mais elle ne vous amènera pas pour l'instant, mais c'est une phase vers ce savoir instantané où l'être humain sait instantanément ce qu'il a besoin de savoir lorsque cela est nécessaire. Alors il ne se pose plus de questions. L'être humain ne se dit plus « Où vais-je trouver de l'eau ?» Il a soif et instantanément il sait où se trouve l'eau. Il ne peut être perdu parce qu'à l'instant où il est perdu, il sait où il est. Tandis que l'être humain normal va demander où est l'eau et ne pourra pas répondre. Alors il va prendre des cartes, il va prendre un pendule, il va demander à quelqu'un, il va chercher, il va essayer de se rappeler dans ses mémoires, il va essayer de répertorier la région qu'il a peut-être connue ou très peu pour essayer de trouver l'eau. S'il est perdu, par exemple, dans une forêt. S'il demande « Pourquoi suis-je sur la planète ?» Alors il peut chercher, il peut fouiller, lire, trouver une réponse. L'ajusteur de pensée va amener la réponse. Mais l'être humain ne sera pas rassasié. C'est-à-dire que l'être humain restant égoïque, restant terrestrifié, planétarisé, il est maintenant en contact avec une nouvelle source qui vient réorchestrer sa connaissance. Et ça, c'est une phase qui est salutaire pour l'humain, pour le terrien, pour la simple raison qu'elle ne vient pas instruire l'ego, que tout le mécanisme fondamental de la mémoire, de l'ego, de l'émotion et tout ça n'est plus utile. Parce que tout le cadre physique est orchestré en vue d'exprimer l'émotion, est orchestré en vue d'exprimer l'ego, d'exprimer la mémoire, d'exprimer la personnalité mémorielle, donc ce que l'être humain pense qu'il est. Alors lorsqu'on insulte un humain, son corps physique transpire, son cœur s'accélère et il peut parler à une vitesse folle, il peut se battre, il peut courir. Lorsqu'il a peur, il va se sauver. Lorsqu'il a faim, psychologiquement, il va manger n'importe quoi et le corps arrive quand même à digérer. Alors, le corps physique est présentement conçu pour l'expression d'un être humain terrestre, d'un terrien, dans sa psychologie, tandis que l'être humain réel est et terrestre et extraterrestre. C'est l'être humain réel. Alors, dans l'antique religion, on va dire qu'il est humain et divin. Bon, si on veut. L'ajusteur de pensée vient laisser au corps physique et au corps vital un laps de temps suffisamment long, suffisamment nécessaire pour que l'être humain se transforme, mûrisse lentement pour pouvoir maintenant exprimer une nouvelle énergie. Exclut l'ajusteur de pensée,
celle de l'énergie supramentale, c'est-à-dire celle de l'intelligence active, celle de l'intelligence qui n'est plus tributaire des mémoires expérientielles de la planète. Donc, lorsque l'être humain, par le biais de l'ajusteur de pensée, arrive à exprimer ce savoir instantané, il est tout à fait et totalement, à ce stage, déconnecté de toute possibilité de manipulation planétaire. Donc, l'ajusteur de pensée vise à acquérir l'autonomie en quelque sorte. Il est comme il est là pour ouvrir des circuits énergétiques, pour réaménager peut-être des circuits et puis permettre un contact entre la substance et l'essence de la personne, entre l'ego, l'esprit, entre la matière, l'esprit. Exactement. Entre l'homme et puis sa propre énergie, ou la Entre partie divine en l'homme lui. et l'homme. Oui. Mais entre l'homme terrestre et l'homme extraterrestre. Entre l'ego humain qui recherche son Dieu et l'esprit qui recherche son ego. C'est-à-dire entre une partie d'une entité et l'autre partie. Alors l'ajusteur de pensée, il permet, d'ailleurs il y a plusieurs personnes qui viennent depuis un certain temps ici au centre, qui vivent ce mécanisme d'avoir des réponses. Alors il vient un temps où même les personnes, par exemple, qui ont fait les séminaires ou qui font le PMC, viennent pour me poser des questions et en me posant la question, ils élaborent sur la question, ils se répondent eux-mêmes et moi je leur dis, ben c'est ça. C'est ça. Alors ils s'en vont un peu frustrés et un peu inquiets que je n'ai pas répondu. Mais ils se sont répondus. Et n'étant pas là pour les empêcher, je ne réponds rien d'autre. Ce soir, je discutais justement avec une de ces personnes qui avait, à un moment donné, l'ego de cette personne avait un peu de frustration parce qu'elle se demandait si elle était la seule personne que moi, j'ignorais. Parce qu'elle venait me voir et elle me disait, bon, j'ai telle chose, je pense que c'est ça. Oui, c'est ça. Alors elle s'en allait. Une autre personne venait, j'ai ça, je pense que non, c'est puis là, je jasais avec. Alors elle se disait, ben oui, mais pourquoi qu'il parle avec tout le monde, puis moi, ben j'ai toujours raison. Tu sais, comme si moi, il veut pas me parler. Non, elle se répondait d'une façon authentique. Moi, je n'avais rien à lui dire, elle s'enseignait, elle s'instruisait elle-même. Et ça lui a pris du temps, presque un an, avant de finir par accepter le fait qu'effectivement, elle s'instruit. Alors, et maintenant, elle sait qu'il y a une partie chez elle, l'ego, et une partie nouvelle, dont elle ne connaît pas la vibration, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas mettre de nom. Mais elle sait que maintenant, elle est capable, elle s'est prise en main. Ou sa partie supérieure vient de prendre en main la partie inférieure. Alors, cette personne est maintenant presque libre. L'ajusteur de pensée collectif, celui qui est généré par un contact entre l'énergie supramentale et une énergie égoïque humaine, donc la mémorisation de ce contact d'un individu, est un mécanisme qui a ce défaut et qui a en même temps cette faculté de ne pas s'éloigner de celui qui l'a créé. Alors c'est une vraie merde et en même temps c'est une vraie bénédiction. C'est-à-dire que l'ajusteur de pensée collectif, donc cet égrégore énergétique, hautement supramental, mémorisé dans l'astral, donc qui naît du contact entre un humain et son propre esprit, tout ce qui est exclu de ce contact, cet ajusteur de pensée collectif, tourne et reste accolé vibratoirement autour de celui qui a eu ce contact. Ce qui oblige, hélas, les personnes qui bénéficient de cet ajusteur collectif à devoir tourner eux aussi autour de cette antenne supramentale. Alors c'est pourquoi on va voir, et c'est pourquoi on a toujours vu, une personne qui avait ce contact être suivie par un ensemble de personnes qui évoluaient au contact de celui-là. Ce n'est pas au contact de l'humain qu'ils évoluent, c'est simplement au contact de l'énergie qui tourne autour et qui le suit. Alors même si l'antenne supramentale veut tout détruire, veut empêcher ce mécanisme, il n'y a rien à faire, il pourra se cacher, on va le retrouver, on va le suivre, on va lui grimper sur le dos. Il faudra à un moment donné qu'il accepte
d'une certaine façon, le fait qu'il n'a pas le choix parce que dans le domaine planétaire, l'énergie de l'ajusteur de pensée collectif qui est créée par la fusion entre l'ajusteur de pensée personnalisé et l'être humain en question, donc cette antenne supramentale ou cette élite de la race humaine, ou appelez ça ce que vous voudrez, certains appellent ça des messies, bon. Lorsque cela arrive, l'énergie qui est suscitée autour entraîne des humains et ces humains, au contact de cette énergie, grimpent. L'ego s'attache à la forme humaine, tandis que l'énergie évolutive de l'humain s'attache à l'énergie de l'humain. Alors, ce qui va arriver... Est-ce que ça veut dire, est-ce que c'est ce que le Nazaréen a essayé de faire comprendre à ses apôtres quand il leur a dit « il faut maintenant que je vous quitte », etc., pour que l'esprit puisse Oui. vous remplir, etc. C'est ça? À un moment donné, il faut que l'antenne disparaisse, entraînant avec lui tous les grégores de cet ajusteur collectif pour pouvoir laisser les personnes qui étaient en ce contact vivre et vibrer pour voir lesquels vont arriver à ce contact avec leur propre ajusteur de pensée et lesquels vont revenir à un moment donné. Le Nazaréen avait une fonction particulière au niveau planétaire, c'était d'augmenter le schéma vibratoire de la planète de façon à ce que ce mécanisme d'ajusteur de pensée ou d'Esprit Saint attire l'énergie supramentale pour que l'être humain puisse maintenant avoir accès à ce Dieu. Donc, il a de cette façon sauvé l'humanité. Et son rôle n'était pas de sauver l'humanité, de toute façon l'humanité n'était pas perdue. Bon. Par contre, l'ego humain a perçu cela comme étant une salvation. Il est sauvé parce qu'il peut maintenant entrer en contact avec son Dieu. Ce qu'il ne sait pas, l'ego humain, c'est qu'il devra aussi laisser la place à son Dieu. Et c'est aussi ce que le Nazaréen a enseigné lorsqu'il disait que tu devais mourir pour pouvoir renaître. Mais il est important de savoir que l'on doit renaître de son vivant. L'ego doit disparaître pour que l'esprit naisse. Le gros problème, c'est donc l'obligation inconditionnelle que les êtres humains qui ont senti une vibration au contact de l'ajusteur de pensée collectif sont maintenant obligés, s'ils veulent poursuivre ce genre d'évolution, de suivre ou de se rapprocher ou de contourner cette personne avec qui ils ont été mis en contact. Ça, c'est un handicap majeur. Et en même temps, c'est une bénédiction parce que, à ce contact, chaque fois qu'un être humain se prend au sérieux et pense pouvoir faire quelque chose, alors celui qui a généré cette énergie a l'autorité pour la replacer. Maintenant, le problème, on peut dire, c'est que nous sommes présentement dans une période de transition planétaire. Une période où l'être humain était béni dans ce qu'il faisait et où l'être humain devra tout changer l'attitude de la vision qu'il a par rapport au monde en ne changeant presque rien de ce qu'il fait. Et ça, c'est compliqué. Cela veut dire que tu ne dois plus prier avec la même attitude, tu dois prier différemment. Cela veut dire que tu ne dois plus suivre avec la même attitude, tu dois suivre différemment. Cela veut dire que tu ne dois plus être manipulé de la même façon, tu devras être manipulé d'une nouvelle façon. Cela veut dire que dans la période de transition, les humains qui voient tout ce qu'ils doivent quitter veulent tout quitter. Alors je refuse totalement d'être manipulé. Je ne veux plus être manipulé ni par des religions, ni par des gourous, ni par des prêtres, ni par mes parents, ni par mon patron, ni par mes émotions, ni par mes peurs, ni par mes craintes, ni par mes angoisses, ni par mes amours, ni par mes désirs. Je ne veux plus. Mais l'énergie supramentale qui vient va ajuster ta pensée, donc elle va te manipuler. Et là, tu vas résister. Eh oui. Et l'énergie supramentale va attendre que tu cesses ta résistance parce que tu vas t'épuiser à résister. Alors l'être humain, dans la période de transition, se bannit de tout. Alors il se libère à moitié et refuse la libération totale parce que la libération totale, elle a la saveur de l'esclavage d'antan. C'est un mécanisme, prenons l'exemple de la forme. La forme, qu'est-ce que c'est? C'est ton veston, la forme. C'est mon habillement, c'est la forme. C'est l'habillement de la majorité d'entre les personnes ici, c'est la forme. Est-ce qu'elle est importante, la forme? Alors, entre toi et moi, que tu arrives habillé de n'importe quelle façon, je reconnais François et je sais énergétiquement qu'il est le même. Je n'ai pas besoin de l'habillement de la forme. Je n'ai pas besoin de la barbe, des lunettes ou n'importe quoi, et je n'ai pas besoin.
Celui qui découvre la manipulation de la forme, lorsqu'il rencontre un policier, son habit, la forme, l'influence. Lorsqu'il rencontre un prêtre, ça l'influence. Une sœur, où il rit, où il la respecte, ça l'influence. Ça influence. Lorsqu'il voit une personne nue, ça l'influence, c'est la forme. Lorsqu'il voit un bel automobile, il peut l'acheter pour la forme. Lorsqu'il entend parler des beaux mots, c'est la forme. Alors la journée qu'il découvre qu'il a toujours été manipulé par la forme, alors il ne veut plus rien savoir de la forme. Mais la forme, elle est essentielle dans le contexte terrestre et il devra réapprendre à vivre avec la forme. Alors donc, dans cette période de transition où on bannit tout, on devra recréer tout ce qu'on va bannir, mais d'une façon nouvelle. Je disais dernièrement, est-ce que c'est la fin des religions? L'époque qui vient. Non. Il y aura une nouvelle religion qui va naître. Et elle est essentielle. Une religion mentale et non plus une religion spirituelle. Une religion énergisée par l'intelligence et non plus une religion énergisée par le désir. Mais il y aura quand même un rituel énergétique parce que le rituel crée des énergies, amène des égrégores et peut servir. Je prends un exemple. Moi, personnellement, je sais ce qu'est la religion, je sais ce qu'est le Dieu des religions. Mais je ne me défendrai pas de me servir des mécanismes religieux pour accomplir quelque chose sur la planète. Alors moi, je peux entrer quelque part et au nom de Dieu ou au nom de mon Père, faire quelque chose. C'est-à-dire que je vais, par l'intermédiaire de certaines clés, aller chercher l'énergie emmagasinée dans cet égrégore spirituel qui est immense pour pouvoir te guérir, ou pour pouvoir transformer un désert en jardin, ou pour pouvoir faire des choses. Est-ce que moi, je vais m'interdire de me servir de cette énergie tout à fait terrestre, planétaire, spirituelle ou non, elle est tout à fait planétaire, pour faire quelque chose de planétaire? Je vais aller chercher de l'énergie supramentale pour la descendre en vibration? Non, je vais prendre l'énergie qui est déjà basse en vibration, la haute énergie spirituelle, et je vais m'en servir immédiatement. Et est-ce que moi, je vais interdire à l'humanité de continuer de nourrir cette énergie? Non. Par contre, si les humains savent ce qu'ils font, ils le font mieux et ils ne sont plus assujettis au travail qu'ils font. Comme la nourriture. Manger, certaines personnes, à un moment donné, finissent par repousser. C'est une perte de temps. Dormir, c'est une perte de temps. Mais l'être transitif devra réapprendre à dormir, réapprendre à manger, réapprendre à faire ce qu'il fait déjà, sauf que, prenons les lois. Les lois limitent l'humain, les lois sociales. Ils restreignent l'humain, ils rendent l'humain nerveux. Tu ne sais plus si tu contreviens à une loi ou non. Quand tu roules sur l'autoroute, tu peux avoir peur des détecteurs, des radars, alors tu t'achètes un détecteur de radar. Lorsque tu rencontres un policier, certains en ont peur, d'autres en ont pas peur, mais ça dépend des personnes. Mais ces lois, est-ce qu'on doit les bannir? Ces lois, même pour l'intelligent, restent ce qu'elles sont, sauf qu'elles ne te font plus peur, sauf que tu ne les respectes pas pour l'amende, ou la prison, ou la cour. Tu les respectes parce que maintenant tu envoies l'intelligence. Alors, ces lois n'ont plus besoin d'être écrites de la même façon. Est-ce qu'on va, par exemple, toi, tu comprends l'intelligence de ne pas rouler, par exemple, en haut de 100 km/h sur une autoroute pour pour éviter, disons, les accidents, mais aussi pour restreindre la pollution, l'usure de tes pneus, enfin, pour économiser au niveau énergétique. Mais est-ce que dans la société nouvelle, il y aura plus de panneaux indicateurs? Non, ils vont rester là. Alors, qu'est-ce qu'il y a de changement? Rien. Pour te rappeler à quelle vitesse, tu aurais pu le vérifier. Mais pas pour te restreindre à rouler comme ça. Alors, toi, tu es pressé, l'autoroute est vide, tu roules à 150, 160, c'est légal. Mais les lois restent, mais ils sont tout à fait vus différemment, ils sont appliqués différemment parce que chaque individu les applique. Alors, il n'y a plus de policiers, il n'y a plus de juges, il n'y a plus de ci, il n'y a plus de ça. Mais les lois restent parce qu'elles sont utiles. Alors, c'est simplement un mécanisme à comprendre. Lorsque l'être humain arrive dans cette phase de transition où il bouillonne, où l'ajusteur de pensée vient ajuster partiellement sa pensée, alors soudainement, il est la tête dans les nuages, il est couché sur le côté, il se croit debout, et à un moment donné, il sort un œil du nuage, et là, il voit. Mais il voit par les deux yeux. Un œil dans la brume, un œil au soleil. Son cerveau amalgame les deux visions et en fait une réalité, une vérité. Alors l'humain qui voit d'un œil en dehors, au-dessus de la brume, dit « ça y est, je vois les montagnes, ils sont ceci, ils sont cela ».
Non, parce que tu vois aussi dans la brume avec l'autre œil. C'est exactement comme si tu regardes l'intérieur d'une maison en même temps à l'extérieur. Fais ça pendant 1 heure de temps, ton cerveau finit par juxtaposer les deux images et ça te crée un paysage drôlement surprenant et bizarre. C'est ce qui arrive à l'humain transitif. Il sort de la brume, mais pas suffisamment. Alors il voit quelque chose de neuf et il dit « c'est le neuf ». C'est du neuf. Mais ce n'est pas tout le neuf. L'ajusteur de pensée vient donc permettre cette vision neuve et claire, mais le temps que le cerveau n'est pas tout à fait transmué, lorsque la mutation neuronique n'est pas achevée, l'être humain passe par des périodes de crise où il veut tout abandonner, où il veut tout laisser, où il veut rechercher quelque chose d'autre, où il se snobise en disant « moi je suis supramental, moi je suis gémeaux mental, moi je suis... » Et là, c'est un nouveau snobisme d'évolution. Et il perd. Parce qu'il jette un œil et il revient dire aux autres « moi je vois ». Il est déconnecté. À l'instant où l'ego prend conscience de ce phénomène nouveau, il y a un mécanisme de plaisir égoïque, l'ego trippe, et automatiquement il pénètre à l'intérieur pour aller dire aux autres qu'il voit, et il se déconnecte. Alors l'ajusteur de pensée donc vient faire une transmutation. Il y a l'ajusteur du contact entre un individu humain et son propre esprit. Cela va créer un ajusteur non personnalisé, un ajusteur qui n'est même pas expérimenté, qui va avoir comme fonction secondaire de permettre à d'autres humains qui peuvent avoir une affinité avec de pouvoir avoir des réponses à leurs questions. C'est important de comprendre que cet ajusteur n'est pas expérimenté parce qu'il n'a pas été conçu d'un contact entre l'intelligence d'un esprit et l'ego de cette même intelligence, mais qu'il est le relégat d'une coloration mémorielle planétaire avec un ajustement lors du contact. Alors c'est un ajusteur de pensée qui peut venir te voir et qui va te répondre n'importe quand, qui va cesser de te répondre. À un moment donné, tu vas te coucher et soudain, ça va avoir des réponses. T'en veux pas de réponse, mais ça répond quand même. Alors, il faudra que tu finisses par dire « Wow! C'est suffisant, je dors. » Et ça, c'est le problème de l'ajusteur de pensée qui n'est pas expérimenté, qui ne sait pas quand. Un ajusteur de pensée non expérimenté a aussi une autre particularité, c'est que de très rares temps en temps, il peut perturber énormément un humain parce qu'il ne sait pas s'ajuster, lui, en ajustant la pensée de l'autre. Alors tu as une réponse, il y a une question, tu as une réponse. Plus l'être humain a des réponses, plus il y a des questions qui sont suscitées. Sauf si l'ajusteur de pensée est capable de stopper le mécanisme de la réflexion. Et c'est un mécanisme, un phénomène qui va se produire. Mais tant que cet ajusteur n'a pas l'expérience de l'humain avec lequel il travaille, il se crée des choses dans le genre où tu as des réponses n'importe quand, où tu n'en as plus lorsque tu en veux, où tu as des réponses qui te font mal parce qu'elles ne sont pas suffisamment ajustées. Parce qu'il faut comprendre que l'ajusteur de pensée, son premier rôle est de déconnecter l'ajusteur psychologique. D'où danger. Alors, la connaissance que tu as, elle n'est plus ajustée à ta psychologie, elle est ajustée en fonction d'une mutation neuronique. Tu vas penser de mieux en mieux, de plus en plus clair, mais émotivement et égoïquement, ça vive quoi? Ça peut être compliqué. Le fait que cette personne se rapproche de l'antenne qui a créé l'ajusteur de pensée, elle oblige l'ajusteur collectif à se réajuster par rapport à elle. Autrement dit, si tu as un humain sur la planète qui a un contact avec son esprit, il crée autour de lui un immense ajusteur de pensée collectif qui va être expulsé de son contact. Pendant un laps de temps, cet ajusteur collectif manipule aussi l'humain en contact avec son esprit et lentement, cet ajusteur est expulsé. Il va tourner autour, il va avoir une rotation autour de l'humain qui est en contact avec son esprit. Et les humains, les autres personnes qui vont se rapprocher de cette personne vont automatiquement bénéficier de l'ajusteur collectif. Lorsque toi, tu vas chez vous et que chaque mois, tu rencontres l'antenne, par exemple, automatiquement, tu restes en contact avec l'ajusteur collectif. Si celui-ci devient dangereux, tu dois te rapprocher de celui qui l'a généré. Et le fait de t'en rapprocher ajuste automatiquement l'ajusteur collectif par rapport à toi, parce que t'en rapprochant, tu augmentes ton taux vibratoire, ce qui automatiquement vient instruire l'ajusteur, donc l'éduque, lui donne une expérience de toi. Et par la suite, tu t'en vas jusqu'à un moment donné où tu pourras rester de plus en plus longtemps loin de la source, sans être perturbé. Et un jour, où lui s'éloigne assez, entraînant avec lui son auréole, donc toi tu te libères, ou un jour toi tu t'en vas libérer.
Alors, on peut rencontrer, d'ailleurs, tu en as fait l'expérience, tu connais plusieurs personnes de ce genre, qui vont, par exemple, parler ou faire des conférences ou essayer de vivre leur contact, mais qui, chaque mois ou chaque 2 mois, sont obligés de revenir à la source parce qu'à un moment donné, il se passe des choses qu'ils ne peuvent pas contrôler. Alors, ils reviennent à la source une fois, une conférence peut-être, ou quelque chose dans le genre, et puis après ça, ils peuvent repartir encore fonctionner à bout de temps. Or, l'ajusteur collectif, il n'est pas expérimenté et il tendra donc à prendre de l'expérience avec l'humain avec lequel il va vivre. Ce n'est pas un ange gardien. Les anges gardiens sont la représentation de l'ajusteur psychologique, donc de l'intellect chez l'humain. Et les anges gardiens ont pu toucher l'humain à partir du passage nazaréen et quelque temps avant, chez certains rares individus, comme Abraham, parce qu'il a eu des contacts avec des énergies supramentalisées qui portaient le nom énergétique de Melchisédek. Bon, alors si l'ajusteur collectif crée, en fait, comme tu dis, un égrégore collectif, est-ce qu'il n'y a pas justement un danger, peut-être par rapport à ce que tu vis toi, avec les gens qui sont autour de toi, et le PMC, que ce soit une manipulation au niveau de l'égrégore collectif? Comment est-ce que tu veilles à ce que les gens ne soient pas englobés par cet égrégore collectif et que ça ne tourne pas à une religion qui échapperait peut-être à tes buts initiaux? Bon, moi, en ce qui me concerne au niveau du PMC, c'est pas tellement compliqué, étant donné que ce n'est pas moi qui donne les cours, ou presque pas. Ça évite automatiquement ce phénomène. Alors, les personnes qui vont faire le cours, par exemple, peuvent bénéficier d'un égrégore supramental dans l'astral, ou encore d'un ajusteur de pensée collectif, mais sans risquer, justement, de redescendre, disons, dans l'Antiquité spirituelle, pour se déconnecter du but, ou du travail pour pouvoir se reconnecter à l'illusion de ce qu'il a fait. Étant donné que moi, je suis disponible surtout en conférence, en séminaire, beaucoup moins dans les cours, étant donné que ce sont d'autres personnes qui font ces cours, des personnes qui se rapprochent grandement de leur propre ajusteur de pensée, cela évite ce genre de problème. Maintenant, il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que l'être humain, prenons par exemple, moi, qu'est-ce que j'ai à faire comme rôle social ou collectif par rapport au contact que j'ai? Alors, pendant longtemps, pendant 2 ans d'ailleurs, j'ai cherché, je me suis posé, c'est la seule question à peu près qui me revenait fréquemment. Je savais et je sais toujours que je fais des conférences parce que j'apprends. Parce qu'on me pose des questions, alors je réponds et j'instruis mon ego. Plus mon ego est instruit, plus il vibre. Plus il vibre, moins il est égoïque. Moins il est égoïque, plus il laisse la place à l'esprit ou plus il se spiritualise ou s'espiritualise. Alors lentement, l'ego se défait, se désintègre, disparaît, meurt, pour renaître en esprit. Mais quel peut être le rôle d'une personne comme moi à l'échelle d'un monde comme la planète Terre dans ce contact? Et la seule réponse logique et intelligente, c'est de répondre aux questions. Alors, si moi j'ai comme but fondamental, pour l'instant, au niveau collectif, de répondre, alors je n'ai pas un but d'entraîner ou un but de remonter le moral, je n'ai pas le but, un de mes buts n'est pas non plus de communiquer un amour spirituel à l'échelle planétaire, parce que dans un temps, c'est bon, dans un autre temps, ce n'est pas bon. Parce que l'amour humain, il a une particularité, c'est qu'il baisse la vibration du mental de celui qui le connecte, de celui qui le capte. Alors moi, je préfère exprimer un amour mental ou un amour intelligent. Alors la personne reste dans son énergie, mais il y a un contact entre nous deux, mais son ego se plaint qu'il n'y a pas d'amour. C'est évident, l'amour que moi je vais communiquer est un amour mental, et l'ego ne peut pas y en bénéficier. Alors ça ne sert à rien. Moi, ce que j'ai à faire comme travail, c'est de répondre aux questions. Alors, ce qui fait que quelle que soit la question que l'on peut m'amener, je peux y répondre. Je ne sais pas tout. Avant, je sais ce je dois répondre lorsqu'on me pose la question. Je ne peux pas risquer d'entraîner un mouvement religieux parce que, en partant, l'amour que je vais communiquer est un amour qui est au-delà de la spiritualité. Toutes les personnes que je rencontre, et j'ai fait des conférences de temps en temps à l'extérieur, parce que je ne suis pas focalisé ici au centre de l'universalité, toutes les personnes que je rencontre qui ont besoin de cet amour spirituel
vont tous me reprocher la même chose. Je ne dégage pas d'amour. Et dernièrement, j'étais dans un restaurant et il y a une personne qui m'a dit ça. Et je lui ai dit, observe bien si c'est vrai. Et elle a dit, non, tu dégages de l'amour, mais c'est pas un amour que je connais. Oui, c'est ça. Alors, elle a pu rester en résonance avec moi parce qu'elle percevait un amour, mais elle ne peut pas mettre de nom dessus. Alors, c'est un risque qui peut être bon pour certaines personnes, mais ce n'est pas mon rôle à moi d'engendrer une religion, ni même une religion mentale. Elle va s'auto-engendrer d'elle-même lors de la transmutation de l'être ancien à l'être transitif. Alors, évidemment, il ne pourra pas abandonner tout son schéma carcanesque qu'il a en arrière de lui, et il devra donc le transmuer en un schéma, en une religion, par exemple, qui te permet maintenant de devenir ce que tu dois être, et non pas dans une religion qui n'a comme fonction de faire en sorte que l'humain n'oublie pas ce qu'il est. Parce que les religions qu'on a aujourd'hui ont un rôle majeur, très important, c'est celui de faire en sorte que l'humain n'oublie pas sa provenance. Mais l'humain n'est pas instruit de comment arriver à rejoindre cet esprit ou à retourner avec son véhicule physique vers cette provenance. L'humain n'est pas habitué. L'humain n'a pas cette instruction parce que l'humain n'est pas vibratoirement prêt, c'est-à-dire que son corps physique, tous les véhicules qui constituent le rôle pour lequel l'humain sur la planète Terre n'est pas prêt. La religion mentale va être une religion qui va maintenant permettre à l'humain de devenir ce qu'il est. Et ce n'est pas mon rôle à moi de l'engendrer. Le rôle que j'ai pour l'instant est de répondre à des questions. Alors, ce qui fait que je fais des conférences pour répondre à des questions, ce qui fait que je fais des conférences à l'extérieur, ce qui fait que je fais des émissions de radio, je me promène un peu partout, et je n'ai qu'un seul rôle pour l'instant, c'est de répondre aux questions. Parce qu'il se trouve que, et d'ailleurs, on m'a déjà reproché d'une façon originale ici, une personne m'a dit, « Vous, Monsieur Kem, je vous aime pas. » Moi, ça me dérange pas. Moi, je m'aime en masse. J'ai pas besoin. On dirait que vous avez réponse à tout. Puis après ça, elle continue à dire, puis je pense que c'est vrai. Puis j'ai dit, c'est pour ça que vous m'aimez pas. Elle dit oui. Voilà. C'est ça. Qu'est-ce que je peux répondre à ça? Rien. C'était pas une question. C'était une constatation. Mais effectivement, je peux avoir réponse à tout tant que la réponse est là une vibration utile à celui qui la pose. Si tu me poses une question comme celle-ci, j'aimerais savoir si mon fils va réussir ses examens. Alors moi, je vais te répondre, demandez-le. Est-ce que je fais bien de partir ce genre d'entreprise? Essaye, tu vas voir. Ce n'est pas le genre de réponse que je donne. Mais toutes les réponses fondamentales qui ne peuvent être répondues par l'humain normal, c'est ce genre de réponse que je donne. Alors, je ne peux pas en arriver à créer cette religion pour la simple raison que si je dis oui, par cette compagnie, ça va marcher et que ça marche, je vais devenir un conseiller. Si je dis votre fils, non, il ne réussira pas, il faudrait qu'il fasse telle chose, je vais devenir aussi un conseiller, et lentement un maître, et lentement un gourou, et lentement une vraie merde pour l'humanité. Fais donc confiance à l'insécurité ou à la peur fondamentale de l'homme qui va s'organiser pour la faire, la religion. Exactement. Moi, je m'en mêle pas, il va s'auto-engendrer, et ça, on n'a pas le choix. Ouais, ça m'amène à cette question, à savoir, toi, tu reconnais l'importance d'une religion dans une période transitoire, tu viens de dire. Mais est-ce que ça veut dire que c'est parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter? Mais est-ce que tu sous-entends que passé cette transition-là, l'homme devra encore avoir besoin de religion? Ou quelle forme? Non. Ça, une première question. Puis la deuxième, c'est, je dois manquer d'imagination parce que j'arrive pas à concevoir une religion qui soit mentale. Quelle forme ça pourrait prendre concrètement, ça? Et quelle utilité en dehors d'avoir des garde-fous, peut-être, je sais pas. Mais quoique le garde-fou est très, très, très intelligent aussi. Ça prend des fous pour les garde-fous. Oui, mais ça, c'est pas un problème. Ça, c'est le garde-fou qui manque. C'est pas les fous. Bon, premièrement, cette religion mentale, elle va exister pour l'être transitif, dans une époque d'humanité transitive.
Les Raéliens, c'est une religion mentale. Non, les Raéliens, Scientifique. c'est une religion spirituelle. Avec beaucoup de science dedans. C'est une religion intellectuelle, alors, si tu veux. Mais elle n'est pas mentale. Dans ce sens qu'elle n'est pas régie par une intelligence supramentale qui peut faire vibrer le mental dans lequel va pouvoir vivre l'ajusteur de pensée. C'est une religion intellectuelle qui répond à la soif de connaître de l'ego. Mais si je n'ai rencontré plusieurs Raéliens d'ailleurs, ils ont voulu souvent me faire visiter leur planète. Et si je pose des questions, ils ne répondent pas. S'ils posent des questions, c'est pas long qu'ils n'en posent plus. Ils s'en vont. Parce que les réponses qu'ils ont, c'est des réponses qui les font trop vibrer, et là, il y a un risque chez eux qu'ils finissent par changer d'idée. Alors, ils sacent le camp. C'est une religion intellectuelle, ce n'est pas une religion mentale, mais c'est une transition. Une religion mentale, et il n'y en a pas sur la planète, une religion mentale presque éclos, mais pas encore. Ça peut ressembler, mais ce n'est pas ça. Tu poses une question dangereuse, je vais répondre d'une façon le plus équilibrée possible. Mais cette religion mentale va naître des pays de l'Est. Et c'est aussi prophétisé. C'est pas le Christ qui vient de l'Est, c'est la religion mentale qui va venir de l'Est. Alors ça n'a rien à voir avec le mouvement raélien. Cette religion mentale, elle va être là pour l'être transitif, mais elle aura l'avantage comparativement aux religions spirituelles, et tu vas retrouver le mouvement raélien, ces religions spirituelles. La religion mentale, elle aura l'avantage de laisser être ceux qui n'en ont plus besoin. Alors la religion mentale, ce n'est pas une religion qui va vouloir convertir. On va y venir. Et lorsqu'une personne part, tout le monde sait que c'est correct et c'est normal. Mais nous, on continue à faire ce qu'on a besoin pour ramasser des énergies, pour cesser de s'entretuer. Mais on va y aller, l'ego va être encore présent dans cette religion mentale, mais il sera instruit par l'énergie même de cette mentalité, mais c'est pas de cette mentalisation. Suite à l'être transitif, alors l'être nouveau qui naît complètement, celui qui a un contact excluant l'ajusteur de pensée à l'énergie supramentale, n'a pas besoin de religion parce qu'il va être la religion. Il va être sa religion, il va être sa propre autorité. Il va être sa propre autorité, il va être sa religion et il va être le foyer central focalisant la religion mentale. Ça va être le but à atteindre. Alors les dieux vivants, ils vont en avoir plein, mais ils vont être compris. Ils ne seront plus crucifiés. Et là, tu poses des questions dans longtemps. Les réponses sont, je crois, suffisantes. Pour en revenir à l'ajusteur de pensée, est-ce que chacun de nous a un ajusteur de pensée? À quel moment donné se fait le contact? Bon, tous les humains peuvent apprendre à entrer en contact avec leur ajusteur de pensée, mais il faut bien comprendre que leur ajusteur de pensée peut porter un F. C'est-à-dire que l'ajusteur de pensée de tel humain, son ajusteur de pensée peut être aussi l'ajusteur de lui, de elle, de elle, de lui, de lui, de elle et de cette chose. Bon. Alors, tous les humains n'ont pas ce contact avec l'ajusteur de pensée. Tous les humains ont cette faculté d'arriver à ce contact avec l'ajusteur de pensée, mais, et ça va faire vibrer des égos, d'ailleurs ça en fait vibrer plusieurs régulièrement, c'est que les humains en général ne peuvent pas de par eux-mêmes, excluant un contact avec un être humain spirituellement connecté, arriver à découvrir un ajusteur de pensée. Alors, cela veut dire qu'une personne qui reste chez elle, une personne qui fait partie de la lignée génétique normale de la race blanche, de la 5e race mère, donc de la race nord-planétaire, ne peut pas arriver à ce contact avec l'ajusteur de pensée si elle n'a pas de prime abord été énergisée par celui qui a déjà le contact. Cela veut dire qu'une personne qui lit ne peut pas y arriver. Sauf si, de sa lignée génétique, elle a une corporalité physique lui permettant déjà, par sa neuronique, d'avoir un contact. Autrement dit, la grande majorité des humains ne pourront pas arriver à ce contact seuls. Ils devront être énergisés par une personne qui a déjà ce contact. Et ce genre de personnes, il y en a quelques-unes au Québec.
Il y en a à peu près pas sur le reste de la planète, ils sont presque tous au Québec. Alors, il n'y a pas que moi, il y en a d'autres. Mais la grande majorité des humains n'arriveront pas à ce contact avec l'ajusteur de pensée sans devoir, hélas, passer par une énergie, par une personne qui va les énergiser de par le fait de sa présence. Bon. Une fois que ce contact-là est établi, qu'un cheminement est fait, parallèlement, à quel moment est-ce que la personne qui a établi le contact avec ce représentant de cette énergie-là va décider de couper le cordon ombilical? La meilleure chose à faire, c'est que lorsqu'un ego, lorsqu'un humain entre en contact avec l'ajusteur collectif, il monte en vibration et il commence à voir. La meilleure chose à faire est de s'arranger pour pouvoir lutter, non pas dans une guerre d'ego, mais dans une guerre mentale entre l'antenne supramentale, donc entre celui qui a le contact et elle-même. Cela veut dire, par exemple, que si, prenons l'exemple, toi, tu es cette antenne supramentale et moi, me rapprochant de toi, je vibre et je comprends des choses. Plus moi, je vais te pousser au défi, plus je vais essayer de te pousser, plus je vais me pousser. Alors, à un moment donné, tu vas grimper relativement haut parce que je vais t'obliger à un contact total et moi, je te suis. Je vais donc traverser l'ajusteur collectif, justement, pour aller baigner dans quelque chose qui va automatiquement attirer mon esprit, donc j'aurai ce contact. Alors, celui qui est le plus près de cette antenne est celui qui arrive à se confronter avec cette antenne, mais pas dans une guerre d'ego. Pas pour avoir raison, pour aller chercher des choses. Alors, automatiquement, oui, là, il arrive à sortir. Alors, évidemment, normalement, une personne qui fait des conférences et qui est interviewée, ben, les personnes qui interviewent sont des personnes qui, normalement, arrivent rapidement en haut, sauf si leur fonction terrestre les oblige à rester en bas. Alors, encore une fois, ce n'est pas parce qu'une personne décide de venir... faut que tu puisses te confronter à l'autre, mais de façon à obliger l'autre, celui qui a un contact avec l'esprit, à faire en sorte que son esprit descende pleinement chez lui. Plus l'esprit de celui qui a le contact vient chez lui, plus toi tu montes en énergie. Alors à un moment donné, tu peux te déconnecter de cet astral collectif. Présentement, sur la planète, au Québec, il n'y a pas suffisamment d'énergie supramentale astralisée dans l'égrégore du Québec, Québec ésotérique, comme du Canada entre autres, pour que des humains qui confrontent une antenne publique puissent pour l'instant arriver à se désassujettir de l'ajusteur collectif créé par ce personnage. D'ici quelques 2 ans, les personnes vont commencer à se libérer de l'ajusteur collectif, les personnes qui auront suffisamment confronté l'autre, pour arriver à eux-mêmes avoir leur propre ajusteur de pensée, ce qui va évidemment agrandir l'ajusteur collectif, permettant à plus de gens d'avoir accès à plus de connaissances réelles. Est-ce que ça veut dire qu'à ce moment-là, tu vas cesser tes conférences? Moi, personnellement, oui, je vais cesser mes conférences d'ici très peu de temps, pour la simple raison que je n'aurai plus besoin de répondre à ce genre de questions, comme on le fait en conférence. J'aurai un travail peut-être beaucoup plus public, différent de celui que je fais aujourd'hui, et il y aura d'autres personnes qui prendront la place de venir se parfaire en conférence, donc de venir répondre et de venir faire le travail qui va aboutir à un moment donné à ce qui doit être fait. Donc le fait que tu fasses des conférences, c'est simplement faire admettre la possibilité aux gens qui t'écoutent qu'ils peuvent devenir eux-mêmes, à ton exemple, leur propre autorité. En fait, c'est ça que tu manifestes. Ça va de soi. Chaque être humain, par l'intermédiaire de l'ajusteur de pensée, donc de cet esprit saint, si on veut prendre les termes antiques, peut arriver et va arriver, veut pas. Mais quand je dis peut, je parle dans un laps de temps égoïquement court pour l'humain. Parce que veut pas, tout le monde va y arriver. Sauf que l'être humain doit s'habituer à entrer en contact avec l'ajusteur de pensée. C'est-à-dire que chaque être humain, comme chacun d'entre vous, vous devez vous entraîner à entrer en contact avec l'ajusteur de pensée. 2 choses sont nécessaires pour cela. Premièrement, être au contact énergétique d'une entité qui nourrit un ajusteur collectif. Et deuxièmement, poser des questions oralement et répondre à ces questions oralement. Pendant un laps de temps, c'est l'ajusteur psychologique qui va déformer et donner une réponse. Et un autre laps de temps va venir où c'est l'ajusteur de pensée qui va donner maintenant une réponse intelligente.
Alors l'être humain ne doit pas se prendre au sérieux pendant ce travail parce qu'il peut être autant manipulé par son ajusteur psychologique qu'il peut être bénéfiquement manipulé par l'ajusteur de pensée. Mais c'est un travail à faire. Alors la personne doit premièrement essayer de vibrer dans une énergie qui lui permet d'arriver à ce contact et elle doit poser des questions pour se répondre. Si elle veut, elle pose une question, elle se répond. Par la suite, elle peut la poser à celui qui a un contact avec l'esprit et elle écoute la réponse. Cela va l'instruire égoïquement de la différence entre sa réponse et la réponse donnée par l'ajusteur, par celui qui est une antenne collective. Et à un moment donné, elle verra que sa réponse lui plaît autant que la réponse de l'autre. Et à un moment donné, elle saura que sa réponse, c'est ça. Mais évidemment, c'est une phase de transition. Le cortex cérébral mute et la personne, elle a donc des repos. Elle aura des pertes de mémoire. Elle aura des retours de mémoire, elle aura des jours de contact, des jours sans contact, elle vivra un paquet de mécanismes, qu'on peut d'ailleurs revenir lors de la deuxième partie, qui peuvent justement expliquer aux personnes un paquet de phénomènes neuroniques qui se passent chez eux et qui peut même faire peur parce que souvent on ne sait pas ce qui se passe. C'est l'ajusteur de pensée qui tend à faire ce contact. Dans ces réponses qui sont données, quelle est la place de la vérité là-dedans? Il y a la place de la réalité. Dans une réponse, par exemple, que je vais donner, elle est tout à fait authentique, mais pour l'instant, le contexte, l'ordre vibratoire et la personne... Comment savoir si notre contact, notre ajusteur, est vraiment celui qui nous donne la réponse? Comment savoir si ce n'est pas une entité astrale? Il y a plusieurs moyens de vérifier. La façon de vivre la transition la plus sécure, la plus certaine, c'est de ne pas se prendre au sérieux. Chaque fois qu'on a une réponse, regardez ceci. C'est facile, mais c'est à la fois compliqué parce que ce n'est pas compris par l'être humain en général. Parce que l'être humain en général n'expérimente que ce qu'il peut mémoriser. Et dans cette mémoire, il ne vénère que ce qui peut être réfléchi dans sa conscience. Cela veut dire que lors d'un événement, tout ce qui est énergétique ou vibratoire, cela est mémorisé chez vous et cela vous transforme. Encore plus que ce qui va être enregistré au niveau des sens. Donc au niveau tactile, gustatif, olfactif, auditif, visuel, etc. Ce que je veux dire, c'est que, comme dans une conférence comme ce soir, qu'est-ce qui a de l'importance ou qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui fonctionne? Est-ce que c'est ce que je dis au niveau de la parole? Ce n'est pas cela qui a de l'importance ou qui a de l'utilité réelle. C'est bien plus le fait qu'énergétiquement, vous mémorisez et expérimentez inconsciemment quelque chose de neuf. Alors, ce qui fait que chez l'être humain, ce qui est fonctionnel dans son évolution, ce n'est pas ce qu'il sait au niveau mémoire, mais ce qu'il vit au niveau énergétique. Cela veut dire que lorsque je donne une réponse, j'applique dans cette réponse un degré d'énergie particulier, et c'est ce degré d'énergie qui vient graver dans la mémoire les paroles. Mais les paroles n'ont pas d'utilité réelle, et les paroles n'ont pas d'utilité propre. Elles n'ont d'utilité qu'en rapport avec l'énergie qui les aura poussées. Cela veut dire que si je change complètement mon degré énergétique d'expression, même si je me mets à crier, ça n'a pas du tout le même genre on pourrait dire d'instruction, mais j'aime pas le mot. Ce n'est pas pareil. Lorsque l'ajusteur de pensée répond, on n'a rien à foutre avec la réponse. L'ajusteur de pensée, par le biais de la réponse, communique une énergie nouvelle à l'être humain ancien. Et cette énergie va amener chez lui une mutation neuronique et physiologique. Et c'est cette mutation que j'appelle l'évolution. Ce n'est pas la réponse mémorisable, expérimentable et réexpérimentable qui a de l'utilité fondamentale au niveau de l'évolution humaine, mais beaucoup plus le contact énergétique. Cela veut dire que lorsqu'une personne m'écoute à la radio, elle n'a presque rien de ce contact énergétique. Elle ne ramasse que des mots. Par le biais de la radio, selon évidemment la qualité de l'antenne émettrice, selon la qualité de la radio, selon la qualité de ses haut-parleurs,
Il peut y avoir une retransmission énergétique reliée aux mots, à la forme, aux paroles, aux phrases, aux réponses. Mais à peine. Et c'est pourquoi à la radio, je dis souvent, je ne réponds pas en ondes, je peux répondre en conférence parce que les personnes, je les ai en face à face. Il y a énormément de réponses qui peuvent être colorées, transformées, déformées, lorsque l'on répond avec une pénurie d'énergie. Tandis que lorsque je réponds en conférence ou lorsque je m'adresse en face à face avec une personne, elle ne peut pas interpréter parce que j'ai une parole juste. Qu'est-ce que c'est une parole juste? Une parole qui ne peut être déformée ou interprétée par celui qui écoute. Et pour que la parole soit juste, elle doit être communiquée avec une énergie qui s'ajuste aux oreilles de ceux qui entendent. Lorsque la personne se pose une question ou pose une question, elle ne dit pas « Ajusteur de pensée, réponds-moi ». C'est pas un Dieu, c'est pas une cochonnerie à prier. Elle pose la question et elle répond. Et elle ne répond pas « Je peux pas répondre, je sais pas ». C'est bien évident que dans sa mémoire, elle ne le sait pas parce qu'elle ne poserait pas la question. L'être humain fondamental est un poseur de questions, mais ce n'est pas un réponseur aux questions. Alors, il recherche un Dieu pour répondre, il recherche un prêtre, une entité, une autorité pour lui amener la réponse. La réponse peut être amenée sous deux énergies différentes. Une énergie directe et une énergie détournée. Une énergie humainement aimante. Une énergie attentive à ce que l'humain a besoin. Une énergie qui s'ajuste à l'ego, à la souffrance, à ce que l'humain recherche. Une énergie qui peut aller droit à son cœur, qui peut lui donner une énergie nouvelle pour le motiver. Une énergie de compréhension, de paix. Une énergie qui permet à celui qui souffre de venir et qui lui permet de s'en retourner mieux. Et il y a une autre énergie qui a une tendance innée à désassujettir l'humain de l'énergie émettrice, celle qui émet. Lorsque l'ajusteur de pensée vient parler ou répond, lorsque vous dites « Qu'est-ce que je fous sur ce véhicule spatial appelé Terre ?» Alors vous continuez. « Je suis venu au monde parce qu'un Dieu m'a créé. » Qu'est-ce que ce Dieu avait à me créer? Ce Dieu m'a créé à son image et à sa ressemblance pour que je puisse le servir. Qu'est-ce qu'un Dieu peut bien foutre d'avoir besoin de se faire servir par des incompétents comme l'humanité? Vous continuez les questions au fur et à mesure que vous répondez. Et vous allez arriver à un impasse. Et rendu à cette impasse, vous fermez la radio, vous changez de disque et vous oubliez. Parce que le travail, ce n'est pas les réponses. Le travail, c'est l'énergie du travail. C'est l'énergie de la réponse. Qu'est-ce que je fous sur la Terre? Ouais, c'est une bonne question. Là, c'est pas l'ajusteur de pensée, c'est l'ego. C'est l'ajusteur intellectuel, l'ajusteur psychologique. Qu'est-ce que je fais ici? Je suis venu sauver l'humanité. Pourquoi sauver l'humanité? Ah, c'est une bonne question. Hein? Voilà. Alors, on ne peut pas se faire charrier par l'astral parce qu'on ne se prend pas au sérieux. On pose question sur question sur question, et ces questions ne sont pas des vérités, ce sont des réalités exprimées qui n'ont qu'une seule fonction, vous amener une dose nouvelle d'énergie. C'est l'énergie qui évolue l'humain. Ce n'est pas son bagage d'expérience, parce que votre bagage d'expérience, pour vous sentir évoluer, il faudra qu'il soit grand comme l'univers. Tant que vous allez être régi à accumuler l'information dans vos mémoires lorsque vous vous répondez, donc, tant que vous allez être régi à vous prendre au sérieux, vous aurez toujours des questions sans réponse. Parce que votre mémoire ne peut contenir l'instantanéité et votre mémoire ne peut contenir le tout.
Lorsque vous répondez, à poser une nouvelle question, et c'est l'énergie de ce contact avec l'ajusteur de pensée qui a de l'utilité dans votre évolution, ce n'est pas la réponse. Une personne vient me voir et elle me dit, « Daniel, je crois que tu es parfait. Et j'ai besoin du contact d'un être parfait. » Et moi, je lui réponds, « T'as-tu été aux toilettes hier? » Alors là, son ajusteur psychologique dit, ça c'est une réponse, il veut s'occuper de mon corps physique. « Oui, j'ai été aux toilettes hier. » « Mais t'aurais dû en manger. » Là, la personne, « De quoi? » Parce qu'elle ajuste, là, elle ne veut pas comprendre. Regarde tes deux mains, puis fous-toi-les dans la bouche, puis mord dedans. Là, on va dire, pour moi, aujourd'hui, il ne file pas. Hein. Mais énergétiquement, la réponse, elle est passée. Ce n'est pas les mots. C'est la réponse. C'est l'énergie. Alors, elle s'en va, puis c'est drôle, mais il ne filait pas, mais un gars parfait. Non. À part avec une énergie qui est venue lui dire. Le seul maître intelligent que tu vas rencontrer, il faudra que tu le regardes dans un miroir, puis un miroir qui va être beau en maudit. Il n'y en a pas à l'extérieur. Des outils, des béquilles. Je suis une béquille. Je ne suis pas un sauveur, je suis une béquille humaine. Je peux répondre à des questions. Je peux répondre à ceux qui posent des questions. Je suis une béquille temporaire. Alors, il y a de l'intelligence de se servir d'une béquille. Lorsque ça devient un snobisme, on prend la béquille et on tape les autres. On essaie de convertir. Et lorsqu'on est intelligent et qu'on ne se prend pas trop au sérieux, alors on est capable de voir qu'on ne peut pas tenir debout encore tout seul, qu'on a des questions qui énergétiquement devraient être répondues, pas pour la réponse orale, pour l'énergie de la réponse. Il y a des personnes, à un moment donné, qui lisent un livre, puis ça répond. Du coup, ils se sentent bien, ils sentent. 2 ans après, ils ont tout oublié. Mais l'énergie que la réponse a suscitée chez eux les a fait évoluer, pas la réponse. Alors la personne, elle dit, oui, mais là, je finis par croire à telle religion. D'un coup, je me rends compte que c'est plus ça, je change. J'en vois un autre, ah, c'est ça. D'un coup, je me rends compte que c'est l'énergie que vous prenez. Alors, chaque escalier a de l'intelligence et est implacablement parfait. Mais la forme que va employer cette énergie pour attirer l'humain, poser une question, cette forme devra changer. Je suis une béquille. Elle peut être utile jusqu'au jour où elle ne l'est plus. Je ne suis pas une prothèse, je suis une orthèse. La prothèse, elle remplace un membre. L'orthèse, elle solidifie un membre. Alors, je ne remplace rien. Je peux solidifier pour permettre à ce membre de devenir suffisamment solide. Après, il prend l'orthèse et il l'abandonne. Pile pas dessus, il la casse pas en morceaux, en disant c'est grâce à c'est à toi, c'est de ta faute, j'étais de même tout le temps. Non. J'ai vu des personnes passer devant une salle de soins intensifs où ils ont été hospitalisés. Cette petite salle-là. Non. Ce qui maudissent, c'est l'expérience vécue là, mais ils maudissent la salle. Et on ne doit pas maudire une salle. On ne peut pas maudire un état de béquille. Puis là, tu commences à marcher, ah, mes maudites béquilles, je suis content de m'en débarrasser. Manque d'intelligence. C'est grâce à ces béquilles-là que tu peux t'en débarrasser. L'égo, l'orgueilleux, qui a une entorse, prend pas de béquille. Il marche sans béquille. Il boite, quand il rencontre quelqu'un, il boite plus. Puis quand la personne est passée, il boite encore plus. Puis là, il sort de moins en moins, prend pas de béquille, pas de plâtre, rien. Puis là, il va se vanter. Moi, je suis dur pour moi. Ouais. T'es comme un général de l'armée. Un général, ça ne doit jamais se rendre, même à l'évidence. L'ajusteur de pensée, lorsqu'il parle, et votre voix ajuste votre pensée. Donc, vous devez répondre oralement. Pas à quelqu'un ou à quelqu'un, ça n'a aucune importance. Qu'est-ce qui dit que j'ai raison ou non? Rien, c'est énergétique. Alors, on se fout de la réponse conscientisée.
Et au fur et à mesure que vous allez vous foutre de ces réponses conscientisées, vous allez avoir des questions plus hautes, des réponses plus grosses, des questions plus grosses, des réponses plus grosses. Vous allez finir par vous découvrir, par rire de vous. Il faut prendre l'habitude de ce contact avec l'ajusteur de pensée. Et c'est l'énergie. Ce que je dis, ça n'a aucune importance. C'est la façon dont je le dis qui a de l'importance. Une personne qui voudrait savoir quelle est la différence entre un guide et l'ajusteur de pensée. Le guide, c'est une religion. Le guide, c'est un morceau de matière qui permet de diriger un autre morceau de matière. Si je suis un guide, je suis un humain dirigeant des humains. L'ajusteur de pensée crée le guide. Tandis que le guide guide. Moi, je n'ai pas comme rôle de guider. J'ai comme rôle de répondre. Répondre aux questions. L'ajusteur de pensée, lorsqu'il entre en contact, insidieusement, de prime abord avec un humain, il transforme sa neuronique, donc ses neurones, son cerveau. Il agresse des parties focalisées dans ce cerveau, l'hypothalamus, le thalamus, la glande pinéale, la glande hypophyse, et il le transforme. Il recrée un nouveau guide dans le cortex et dans le cerveau de l'humain pour que ce cerveau guide d'une façon nouvelle l'énergie qu'il reçoit et l'expérience qu'il a en mémoire. Alors chaque être humain devient son propre guide. Et pour devenir son propre guide, sans être assujetti à une conscience collective et non pas à un ajusteur collectif. L'ajusteur collectif, il va ajuster individuellement chacun pour que chacun arrive à ce contact avec l'énergie supramentale ou avec l'intelligence instantanée. Tandis qu'une conscience collective a l'impression que tout le monde doit tout faire pareil en même temps. Alors, lorsqu'une personne suit un guide et que le guide dit à tout le monde, levez-vous, tout le monde se lève, rassoyez-vous, tout le monde se rassoit, inspirez, je vais expirer. Oui, c'est ça, c'est de même, ça marche. Ça, c'est autre chose. C'est bon pour un ensemble d'humains, et lorsque l'humain finit par dire, je n'ai plus besoin de ça, elle ne doit pas nécessairement fuir tous les endroits où il y a des groupes. Mais elle doit fuir le fait de penser collectivement. Clic, hey, c'est bon? Ah oui, c'est bon. C'est bon, hein? Ah oui, c'est bon, maudit. Je savais que c'était bon. C'est ça, être collectif. C'est-tu bon? Non, c'est pas bon. Ben moi, je trouve ça bon. Oh, mais c'est carrément dégueulasse. Ah, moi, je trouve ça bon pareil. Ça, c'est d'être une conscience un peu plus individuelle. Ça, on en a parlé longtemps. À un moment donné, une conférence, lorsqu'on parlait de celui qui demandait à l'autre qu'est-ce qu'il va prendre au menu dans un restaurant. Vous savez, là? Tu ouvres le menu, puis qu'est-ce que tu prends, toi? C'est une conscience collective. L'ajusteur psychologique va dire non, non, je faisais avec m'informer, oui, il y a peut-être un paquet de raisons, oui, mais on ne peut pas s'empêcher. Alors, un guide et l'ajusteur de pensée va constituer un guide chez vous. Tandis que le guide est déjà à l'extérieur et ne constitue rien chez vous. Il marche et vous le suivez, aveuglément. Le guide a besoin de ses disciples une fois aveugles. Tandis que moi, j'aurais plutôt besoin d'un doute. Un doute aveugle, même pas. Un doute de tout et même du doute. Alors, l'ajusteur de pensée va chez vous faire en sorte que vous allez vous guider. Vos émotions ne sortiront plus n'importe quand c'est inutile, seront guidées par vous. Sans lutte, sans conflit, sans résistance et sans souffrance. Ils n'auront plus le choix. Les émotions vont sortir lorsqu'ils seront constructives, énergisantes, intelligentes, communicantes. Sinon, lorsqu'ils sont nuisantes, perturbantes, ils ne sortiront plus. Plusieurs questions, à savoir quelle est la différence entre l'ajusteur de pensée et le double. Plusieurs ou une?
On va y revenir après. C'est une question qui ne touche peut-être quand même pas l'ensemble de la salle. On va passer les autres, puis on va revenir après sur le... Personne qui dit « Je ne crois pas que c'est l'ajusteur de pensée qui peut me faire cela, mais dans ma tête, c'est drôlement embrouillé. Les réponses à mes questions changent, varient dans une limite d'1 heure, même quelques minutes. Tout ceci me tourmente et me révolte. Je ne sais plus quoi faire, quoi penser. J'ai l'air d'un épouvantail qui ne sait où aller, quoi choisir. » Ce n'est effectivement pas l'ajusteur de pensée, c'est beaucoup plus une connexion amique avec l'astral planétaire ou l'astral collectif. Cela veut dire que la personne ne sait plus quoi penser, cela va de soi, ce n'est pas elle qui pense. Il y a quelque chose chez elle qui constate le mécanisme que moi j'appelle l'énergie mentale, qui constate que dans le mécanisme de pensée relié à l'ego, relié aux mémoires, relié à ce que ésotériquement on appelle l'astral, la psychologie de l'humain, ce mental observe qu'effectivement, il y a une réponse, une question, une autre réponse, ça change, ça se heurte. Il y a plus qu'une personne qui répond en même temps à une seule question. Il y a presque de l'astinage à l'intérieur d'elle à un moment donné. Cette personne, elle peut être sous l'égide de 2 mécanismes fondamentaux dans l'évolution de l'être humain. Si elle a toujours été ainsi, c'est qu'elle n'a pas réussi à parfaire la fusion de ses personnalités réincarnatives. À ce sujet, si elle veut en savoir plus, elle peut se référer à une conférence que j'ai déjà faite sur les mécanismes de la réincarnation, ou je crois qu'elle s'intitulait plutôt la réincarnation. Ce qui amène dans certaines personnes la faculté d'avoir différents raisonnements presque en même temps, et elle peut même s'auto-discuter. Une autre chose, c'est que dans ses réponses, elle ne répond pas de par sa propre limitation de son âme, de son périsprit, de l'enveloppe de l'âme, c'est qu'elle est tellement perméable si c'est une personne qui est facilement influençable, c'est qu'elle est tellement perméable à tout ce qui peut venir dans la conscience extérieure à sa propre conscience, qu'en fin de compte, elle pose une question et toute la société répond dans sa tête pour elle. Alors, ça paraît bizarre quand je dis ceci pour une personne peut-être qui n'est pas encore familiarisée avec cette idée même de la conscience collective. Mais lorsqu'une personne dort, elle peut piloter un avion. Et oui, elle va fouiller dans les mémoires planétaires et elle va aller rechercher l'information enregistrée par un pilote d'avion, donc par un avion même qui vole, et elle vit dedans. Elle peut vivre, elle peut visiter quelqu'un dans une autre pièce, quelqu'un dans une autre maison, discuter avec, elle peut voir des choses presque réelles ou même totalement réelles si elle ne les colore pas elle-même. Ça peut être un voyage astral, une extra-conscientisation astrale ou un rêve. Et ça ne change rien. Elle a la faculté d'aller se baigner dans la conscience mémorisée de l'extérieur, la conscience collective. De son conscient, elle peut aussi être continuellement perturbée, assujettie, manipulée par cette conscience extérieure. Alors évidemment, elle n'arrive pas à se faire une opinion, elle n'arrive pas à prendre de décision, parce que toute la société ne sachant pas, elle-même ne sait pas. Alors il faudra qu'à un moment donné, elle crée un blocage, soit qu'elle fusionne ses personnalités réincarnatives, soit qu'elle crée un blocage au niveau de son âme, donc elle arrive à être moins perturbable, moins impressionnable, moins influençable, et ça c'est un travail sur elle qu'elle devra faire par elle-même ou en suivant certains cours qui peuvent peut-être l'amener par différentes techniques à créer ce blocage. Ce n'est pas en soufflant à l'eau de lumière qui nous protège qu'on règle le problème, ce n'est pas fonctionnel à plein. Elle devra se prendre en main et finir par déterminer des choses chez elle. Évidemment, c'est un mécanisme que je peux peut-être solutionner en tête à tête, mais que je ne peux pas évidemment répondre dans une conférence comme ça. Je ne peux pas régler le problème de la personne en ce qui a trait à sa libération de ce phénomène. Une autre question d'intérêt général. Je suis de nature très peu bavarde. Je n'ai pas la parole facile pour m'exprimer. Par contre, j'ai l'oreille attentive pour les autres. Est-ce un blocage pour mon évolution que de ne pas parler beaucoup? Ce n'est pas un blocage pour son évolution, pour la simple raison qu'elle en est à ce stade de son évolution. Le contact avec l'ajusteur de pensée, elle peut quand même s'efforcer de parler, pas nécessairement avec d'autres. Elle peut aussi penser. Mais lorsqu'elle a une réponse qui commence à venir et qui commence à vouloir répondre avec un petit peu de mots, elle devrait essayer de s'entraîner à la verbaliser.
Mais ce n'est pas nécessaire de parler avec autrui. Elle peut très bien écouter et apprendre énormément. Mais au niveau de l'ajustement de la pensée, il faut qu'elle sache que la parole ajuste la pensée et que la parole peut être ajustée par l'ajusteur de pensée. Donc, lorsqu'elle commence à répondre, il est préférable... Je parlais de religion mentale, non, je parlais. Tu me demandais un peu c'était quoi. Ben, il y aura à un moment donné un autre mécanisme, la méditation verbale. Et les sceptiques seront confondus. Regarde. Tu es assis dans une position, disons ici c'est assez bon à prendre, tu es plugué, tu ressembles à n'importe quel soufi ou goufi qui médite, mais toi tu parles. Tu es tout seul dans ton coin et tu parles tout seul. Alors ça fait partie de techniques similaires à ce qu'on connaît présentement, mais qui vont resservir position corporelle parce que blocage de circulation au niveau des jambes, donc plus de sang au niveau cérébral, pulmonaire et cardiaque. On tient les doigts parce que les méridiens poumons, intestin, cœur vont se court-circuiter, donc ralentissement du péristaltique intestinal, donc de la digestion, du mouvement cardiaque, donc calme au niveau physique, parce qu'il y a des raisons pourquoi il y a des positions particulières, c'est sûr qu'on les enseigne pas parce qu'on les sait plus. Bon. Et tu es là, le dos droit, pour laisser circuler librement les énergies yin et yang et yominal au niveau de ton corps physique, et tu parles. Alors quelqu'un qui rentre dans la pièce, il dira, puis tiens, le maître médite, il va dire, tiens, le maître viré fou. Ben c'est ça, c'est un genre de mécanisme à finir par développer. D'ailleurs, ce sont des choses qu'on touche au niveau PMC6, mais ce sont des mécanismes qui sont à développer. Alors, même si la personne elle a ce blocage au niveau de la parole, ce n'est pas un blocage, c'est un mécanisme présentement opérationnel chez elle au niveau de son évolution, elle en est rendue là. Et ce n'est pas nécessaire qu'elle parle avec autrui, mais peut-être qu'elle devra essayer de poser des questions et de répondre oralement. C'est un entraînement qui est très bon. C'est intéressant, ça nous amène à la prochaine question. Pour atteindre cet ajusteur de pensée, faut-il commencer par être sûr qu'on a raison, même si l'on se trompe? Alors, j'ai répondu tout à l'heure à cette question en disant que la parole ou la réponse n'avait aucune importance, c'était le mécanisme du fait qu'on se répondait qui est important. Qui est Dieu? Et là, je réponds, Dieu est l'univers. Ça émet une vibration. 2 mois après, qui suis-je? Tu es l'univers. C'est une autre vibration. Qui est Dieu? Dieu est tout. Parce qu'il y en a qui vont dire, qui est Dieu? Dieu, c'est l'univers. Je ne les pose plus de questions. C'est pas l'ajusteur de pensée. Alors la personne, à force de travailler, elle va finir par en arriver là. Peut-on atteindre cet ajusteur de pensée? Pour atteindre, faut-il commencer par être sûr qu'on a raison même si l'on se trompe? Mais non. Si tu me demandes, d'ailleurs c'est déjà arrivé qu'on m'a posé une question, des personnes qui font le PMC entre autres, dans une conférence du vendredi, on me disait, ce que tu as dit ce soir, il me semble que tu t'as déjà dit d'autres choses dans un cours. Eh ben oui. Alors, laquelle des deux était faux? Ben, aucune des deux. Dans le contexte où je les ai parlé. Alors, si moi, je te repose la question, et c'est un nouveau contexte? Oui. C'est une nouvelle réponse? Pas nécessairement. Pose la question, on verra. Alors, elle pose la question et je réponds différemment. Mais la première réponse était adaptée à ceux qui écoutaient. La deuxième, au cours. La troisième, à son propre énergie. Est-ce que j'ai raison si tu me demandes, est-ce que tu peux te tromper en conférence? Je vais te répondre, je ne me trompe jamais. Est-ce que ce que tu as dit est une vérité éternelle? Non. Est-ce que c'est paradoxal? Non. Est-ce que c'est illusoire? Non plus. Alors, on ne peut pas être sûr qu'on a raison. Si vous avez l'instant d'une seconde sûre et vous êtes certain que vous avez raison dans ce que vous dites, c'est pas trop grave, parce que la seconde après, vous serez plus sûr. Mais si on dit quelque chose et on est sûr d'avoir raison et qu'on est prêt à débattre ce qu'on a dit, on se prend au sérieux et c'est zéro.
Alors non, on répond et c'est l'énergie amenée par la réponse qui a de l'importance ou qui est nourrissante pour l'évolution de l'humain. Ce n'est pas la parole, ce n'est pas la réponse. Alors quand je disais que c'est un mécanisme qui est difficile à comprendre pour l'humain, qui a toujours cherché de la connaissance et non pas du savoir, eh bien, à un moment donné, vous allez expérimenter ce mécanisme. Vous allez vous placer quelque part, vous soyez à côté d'une personne, et lorsque la personne s'en va ou lorsque vous en allez, vous êtes toutes... Ou bien vous êtes toutes remontées. Est-ce qu'il y a eu des paroles? Non. Dans un cas, elle vous a tété votre énergie, alors évidemment, vous êtes épuisé. Et dans un autre cas, c'est vous qui l'avez tété. Et vous sentez regaillardi. C'est un mécanisme énergétique. Pourquoi les paroles font du bien? Pourquoi une personne ou un politicien ou n'importe quoi arrive en guirlandais avec les paroles, même si les paroles, on les entend à chaque campagne politique? Et on va même dire, regarde, les politiciens, c'est juste des menteries, mais on le sait. Pourquoi qu'ils nous trompent pareil? Parce que l'énergie qu'ils prennent pour le dire n'est pas la même que celui qui est passé avant. Le même politicien peut se faire réélire des années après années en comptant les mêmes menteries. Tout le monde sait que ce sont des menteries, mais son énergie fait que tout le monde vote pour lui. C'est pas ce qu'il dit, mais la parole comme il transmet une forme énergétique. Pourquoi moi je parle? Parce que vous ne laisseriez passer aucune forme d'énergie sans parole. Alors je réponds à des questions, je prends des paroles qui sont capables d'ouvrir chez vous, de créer la confiance, de faire baisser certaines barrières pour que l'énergie passe. Et cette énergie, c'est une énergie qui est au-delà de l'énergie terrestre. Ce n'est pas mon énergie, c'est de l'énergie intelligente. La transfiguration de Jésus est-elle la fusion avec son ajusteur? Est-ce que Denis a hésité à poser la première question? Non, je l'ai découpé là, parce que c'en est une autre d'un autre contexte. Transfiguration de Jésus était-elle la fusion avec son ajusteur? C'était plutôt l'expulsion. Définition de la vibration mentale. On la met à la fin. Qu'est-ce que voir d'une façon globale? Deuxième question. Que veux-tu dire par l'homme doit se construire une cité? Voir d'une façon globale, qu'est-ce que c'est? C'est ne pas voir du tout. Avoir une conscience absolue, cela veut dire ne plus être conscient. Parce que la conscience humaine, la vision humaine, elle est conscientisable parce qu'elle a des limites. Et qu'est-ce qui rend la vision humaine consciente ou conscientisable? C'est justement la vision de ses limites. L'ego, le terrien, l'ego, l'humain, l'être ancien, n'aura jamais de conscience absolue et n'aura jamais de vision globale. Cette vision ou cette conscience aura une tendance à s'expandre, à grandir. Mais à un moment donné, lorsque ce personnage qui a une conscience expandue arrivera à goûter à ce savoir instantané, cette conscience va commencer à se résorber pour laisser place à quelque chose de nouveau qui ne sera pas expérimentable mais qui ne sera qu'exprimable, une conscience absolue ou une vision globale. Une vision globale, cela veut dire voir tout en même temps. Tandis que l'être humain a une vision fragmentaire qui lui permet de voir une lampe, de voir cela là-bas, de voir, et là, il a une vision d'ensemble de la salle lorsqu'il a parcouru la salle. Et il doit la restructurer dans sa mémoire, et même si sa mémoire n'est pas globale, parce qu'il devra fouiller dans sa mémoire d'une façon segmentaire pour revisualiser sa salle.
Et c'est pourquoi l'être humain a une pensée longue, lente et fastidieuse, parce qu'il doit mener parcelle de conscience par parcelle de conscience dans ce qu'il appelle sa conscience. L'être humain pense comme il parle, mais il pense plus vite qu'il parle. Mais il y a quand même une suite. Lorsque l'être humain a une vision globale, c'est qu'il est capable de voir tout en même temps. Merci pour votre conférence. Est-ce qu'on renaît chaque fois qu'on a de gros chocs émotifs? Les gros chocs émotifs peuvent être la grossesse normale de l'ego, les chocs émotifs et mentaux peuvent être les chocs de l'accouchement de l'être nouveau. Et normalement, on aura des chocs mentalo-émotifs, émotivo-mental, chez l'être transitif. Où il voit quelque chose lucidement dans son mental, ça lui plaît pas en tout dans l'ego, ça lui fait même mal, ça le fait trembler, ça va pas du tout, puis en même temps, il sait que c'est ça, puis en même temps, il refuse que ce soit ça. Le choc mentalo-astral, mentalo-émotif. Ça, c'est l'accouchement. Et lorsque l'accouchement est complété, bien évidemment, l'être transitif finalisant broye un peu, il est tout bleu. Et puis le temps où il se reforme et qu'il se place, ben, l'être ancien va dire, sais-tu, les êtres transitifs sont bien pires que nous autres. Ça va de soi. Les fœtus, s'ils regarderaient l'autre sortir, ils diraient la même chose. Il est là, puis il essaie de respirer, tandis que dans le ventre, tout à fait. Il est là, puis il jette, puis il tremble, tandis que dans le ventre, tout est correct. Quand un fœtus voit un nouveau-né sortir dans une salle d'accouchement, j'avais sorti un mot parfait, la salle d'accouchement. La salle d'épouvante à fœtus. Alors, c'est ce que c'est le choc émotif. Si le nec émotif, c'est la grossesse. L'ego gonfle, tu promènes des choses, des chocs qui rentrent dedans, ça brasse. La mère, il dévoile les escaliers, là, fait que le fœtus se promène pas mal. Ce sont des chocs. Et puis, à un moment donné, ben là, ça commence à faire mal, mais différemment. Là, c'est les contractions de la mère. C'est toi, la mère. Tu te mets au monde. Alors, les contractions, ce sont les chocs mentalo-émotifs. Tu vois clairement, mais tu ne peux pas l'appliquer, mais tu vois que tu devrais, mais tu ne peux pas. T'es gros, tu sais que tu dois jeûner, mais tu ne peux pas. Il faut que tu suives un régime, mais tu ne peux pas. Ça, c'est... Je lui envoie l'intelligence, puis normalement, tu peux rabroyer, tu te tapes la tête des murs. C'est souffrance mentale en même temps qu'émotive. Là, tu as le concept de ce que tu dois aller chercher, puis tu n'arrives pas à aller chercher. Tu dois bien dormir, tu es fatigué, tu es épuisé, puis tu n'arrives pas à dormir, puis tu envoies l'intelligence, puis tu n'es pas capable. Ça, c'est l'être qui est en train d'accoucher. L'accouchement peut être long. Dans la conscience d'un égo humain, c'est relativement très, très, très court. Jusqu'où va la possibilité de s'instruire soi-même par l'intermédiaire de l'ajusteur de pensée? Est-ce que cette possibilité va jusqu'à permettre de percer l'ignorance cosmique? L'ajusteur de pensée, premièrement, l'être humain, il y a des choses que j'ai jamais voulu dire, et que je ne sais pas si je peux les dire. Demande à ton ajusteur. C'est ça, c'est lui qui peut me faire parler, mais moi, je veux pas. J'ai un ajustement par rapport à la salle, par rapport à l'humain que j'adore, et j'ai un foutu ajusteur de pensée qui veut me faire dire des choses. Est-ce qu'un être humain qui un jour dans sa vie a eu un contact avec un esprit incarné peut ne pas avoir besoin de l'ajusteur collectif imprimé dans le plan planétaire par cet esprit? Cela veut dire que lorsqu'un être humain s'approche d'une antenne supramentale et qu'il découvre des choses de ce contact, même si c'est en dedans de 2 heures ou en dedans de 2 mois, est-ce qu'il peut dire qu'il peut faire chemin à part?
Et la réponse, c'est non. Alors maintenant que je l'ai dit d'une façon détournée, je peux maintenant le dire d'une façon plus claire. C'est que lorsque l'être humain s'est approché, lorsque l'être humain a eu le malheur pour son ego, et le bonheur pour l'état même de l'évolution, de s'approcher d'une personne qui a un contact avec son esprit, c'est qu'elle a besoin de l'ajusteur collectif de cette personne pour arriver à son propre ajustement. Cela veut dire que tous ceux qui ont côtoyé le Nazaréen ne pouvaient plus s'en sortir sans le Nazaréen. Cela veut dire aussi que ceux qui ne l'ont pas côtoyé n'avaient pas nécessairement la faculté de s'en sortir. Cela veut dire, par contre, est-ce que cela veut dire, ben voilà, si moi je ne connais personne qui a ce contact, est-ce que ça veut dire que je suis libéré de ce contact? Pas nécessairement, mais peut-être. Mais si moi j'ai appris quel que soit, un tant soit peu par un contact, puis-je me passer de ce contact? Parce que l'énergie de ta vie, ta conscience, ton amour énergétique a fait que tu as été chercher ce contact parce que tu avais besoin. Alors tu devras rester, tu devras baigner dans l'énergie de cet ajusteur collectif tant que tu n'auras pas réussi par confrontation ou par ta propre confrontation à traverser l'ajusteur collectif qui va te permettre de monter pour aller chercher le tien. Lorsqu'on a la possibilité de s'instruire soi-même par l'intermédiaire de l'ajusteur de pensée, s'il est collectif, on doit traverser cet ajusteur collectif par l'ajusteur collectif. On ne peut pas le fuir parce qu'on ne... Si on pourrait retarder, on retarderait, on ne retarde rien, mais ce n'est pas le mécanisme qui est mécaniquement possible pour le genre humain. Est-ce que cette possibilité va jusqu'à permettre de percer l'ignorance cosmique? Ben ça va. Reste à savoir c'est quoi l'ignorance cosmique. Ouais, faut-tu être ignorant planétaire comme moi pour poser la question? Ben, l'ignorance cosmique, c'est simplement le fait de ne pas voir les choses telles qu'elles sont et de voir ce que nous voulons qu'elles soient. Est-ce que tu as une conscience absolue lorsque tu perces le nuage de l'ignorance du mensonge cosmique? Non. Tu as une vision réelle, absolue? Non, pas nécessairement. Mais réelle. Tu vois les choses telles qu'elles sont, toutes? Non, pas nécessairement. Mais ce que tu vois, tu le vois. Alors, évidemment, le travail avec le chercheur de pensée permet de le voir. La religion de l'Est en question proviendra-t-elle de la Russie, oui ou non? Peut-être. Faut-il donc lutter contre un ajusteur de pensée pour se libérer? Ça, c'est l'ego. Si l'ego lutte contre un ajusteur de pensée, il se libère de l'ajusteur de pensée. Il redevient ce qu'il était avant le contact avec l'ajusteur de pensée. Alors, il y aura une lutte entre l'ajusteur de pensée et l'ego, et normalement, dans les bonnes vues, l'ego devra perdre et l'ajusteur gagner. Pour pouvoir instruire et informer cet ego de façon à ce que celui-ci arrive à ce savoir libérateur, un savoir instantané. Alors, il n'est pas question, quand je parle de confronter, de toute façon, on va en reparler, la confrontation entre une personne et celui qui a contact avec l'esprit, ou encore entre toi et toi-même. Ce n'est pas de lutter contre l'ajusteur de pensée, parce que lutter contre l'ajusteur de pensée, c'est perdre. Cela veut dire développer notre faculté d'intelligencer les choses. Cela veut dire créer une mutation neuronique chez soi. Donc, cela veut dire faire le travail de l'ajusteur de pensée. L'orgueil de celui qui peut lutter contre l'ajusteur de pensée et s'en détacher avec une perte, c'est celui qui, lorsqu'il a une réponse, ne veut plus l'abandonner. Il lutte contre l'intelligence. Alors, on ne lutte pas contre l'ajusteur de pensée, on entre en contact avec. Celui-ci va ajuster notre propre pensée. Nous allons devenir nous-mêmes mieux. Nous allons voir clair, voir les choses telles qu'elles sont, être libérés d'un paquet de problèmes. Et à un moment donné, on se libère aussi du manque de connaissances et on ne pose plus de questions parce qu'on sait. Pourquoi est-ce que le monde vient vers moi au début et après, à un certain temps, il me fuit? Sans doute qu'ils viennent vers toi lorsque tu sors du bain et qu'après 2-3 mois, ils attendent le prochain bain. Et cette réponse, elle est vraie. Lorsqu'une personne s'approche, pour cette personne, ça peut être le cas de d'autres, parce que c'est souvent le cas de d'autres.
Énergétiquement, les personnes s'approchent parce qu'ils goûtent quelque chose de neuf. Cette personne, elle émet une énergie qui apparemment a une saveur intéressante pour l'extérieur. Lorsque l'extérieur vient, il goûte à cette saveur. Et à un moment donné, il y a une guerre énergétique, une guerre d'ego contre celui qui émet cette saveur, même s'il ne veut pas. Et là, exactement comme si je m'approche, par exemple, de François, j'aime François, j'aime sa présence, je me sens bien, je discute avec, il me dit des choses, ça va. Puis à un moment donné, veut pas, je le jalouse. Je m'approche de lui, puis j'aimerais être comme lui. Puis à un moment donné, je l'aime plus. Puis là, il me dit, hey, ça va pas aujourd'hui. Puis avant, j'aimais ça, je peux me confier, mais là, je ne veux plus me confier en Citro. Énergétiquement, il vient un moment donné que je ne peux plus goûter de cette saveur que j'aimais avant, parce qu'il fait que je vais fuir François. Or, si François a l'énergie d'apaiser tout le monde et en même temps de servir de miroir aux autres, un miroir même inconsciemment, il sert de miroir aux autres, veut pas, le monde vont le rechercher pour le fuir. Quoi faire? Rien. Ça regarde les autres. Pénible pendant le temps où cela est vécu par l'humain. L'humain va apprendre à s'ajuster et c'est son ajusteur de pensée qui va lui permettre de s'ajuster aux autres. Rien à faire. Rire. Beaucoup de questions avec des beaucoup et des combien. Combien de gens arriveront-ils à ce contact? Combien de gens seront influencés par ces gens qui auront ce contact? Au fur et à mesure. Alors, tu commences. Combien de gens arriveront-ils à ce contact? C'est important. Combien de gens seront influencés par ces gens qui auront ce contact? C'est important. Y a-t-il beaucoup de personnes au Québec qui ont leur propre ajusteur de pensée? C'est pas important qu'il y en a beaucoup. Sommes-nous tous sous un ajusteur de pensée collectif? Sommes-nous tous? Lui, il l'est. Elle, elle l'est. Sommes-nous tous? La grande majorité, oui. Mais tous veut dire qui et quoi. Comment, en dehors du Québec, est-il possible de rester en contact pour conserver et augmenter son énergie? Si théoriquement, on a une vibration québécoise, c'est-à-dire on parle du Québec ésotérique que je définis, si la personne est là dans sa mémoire, suffisamment de mémoire du Québec, si la personne elle est de toute façon reliée au Québec, quel que soit son endroit planétaire, elle restera en contact pendant un laps de temps plus ou moins long, parce qu'à la longue, elle transformera ses énergies pour les localiser, pour les adapter. Alors, elle devient adaptée à la région où elle vit, ce qui fait que lentement, elle perd. C'est pourquoi aussi, beaucoup de personnes de l'extérieur viennent au Québec. Et ceux qui n'ont comme tel pas d'affaires ici, émigrent vers l'étranger, où ils vont se sentir. Quel est le rôle des rites pour les antennes et pour les gens qui ne le sont pas? Je pense qu'ils ne sont pas des antennes. Quand je parle de rite, je parle de rituel. Qu'est-ce qu'un rituel? Un rituel, c'est une cérémonie. C'est la répétition presque identique d'un acte oral, d'un acte de pensée, d'un acte physique. Alors, si je place ma main au-dessus de l'eau pendant 15 minutes et que je la fais boire à quelqu'un qui est malade, l'eau que j'aurai magnétisée pourra réorchestrer l'énergie vitale du malade. Alors, je refais cela tous les demi-heures. Je crée donc un rite. Le rituel, s'il est compris, devient une technique. Et s'il est incompris, la technique devient un rituel. J'ai employé le terme rituel pour bien exprimer le fait que beaucoup de rituels aujourd'hui deviendront des techniques plus tard. Parce que l'humain saura ce qu'il fait. Alors, il ne répétera pas inlassablement des choses avec foi et croyance, il le fera sachant pourquoi ça marche. Alors, une personne peut mettre de l'essence toutes les semaines dans son véhicule, parfois. Convaincu qu'il faut qu'elle fasse ça en mémoire du jour où le premier pompier s'en est mis dedans pour lancer ce véhicule. Mais la journée qu'elle perd la foi, le véhicule tombe en panne. Alors, elle se dit, non, je ne devrais pas, pourquoi j'abandonne ma foi? Alors, elle reprend sa foi, puis elle recommence à mettre de l'essence. Ça marche. Dynamisant sa foi et obscurcissant encore plus ses yeux. Mais à un moment donné, elle finit par « je peux être manipulée ». La foi, les croyances, rien. Alors, elle arrive à une phase plutôt mentale qui essaie de comprendre la mécanique des choses. Elle ne comprend pas tout de suite.
Et lorsqu'elle aura compris le rôle de l'essence, l'égrégore, le réservoir d'essence qui permet d'accumuler immensément d'énergie pour faire fonctionner les véhicules longtemps après, alors elle va reprendre le boyau, elle va refaire le rythme, et aux yeux des êtres anciens, tout le monde va dire, tiens, l'être nouveau est dans la même foi que nous. Et l'être nouveau va dire, non, moi je sais ce que je fais tandis que vous ne le savez pas. Continuez à le faire, mais un jour, il faudra que vous compreniez ça. Alors, le rituel, c'est une répétition incomprise de l'être ancien, et la technique, c'est l'application méthodique comprise. Tous les rituels, toutes les techniques doivent amener l'humain à se passer d'elle. Un rituel que l'on répète toute sa vie n'avait rien de bon à amener à l'être humain. Une technique que l'on répète toute sa vie est une technique qui n'enseigne et qui n'amène rien à l'humain. Lorsqu'une technique ou un rituel amène la paix, un jour, on faudra se passer du rituel ou de la technique et rester en paix. Parce que si on a encore besoin de la technique ou du rituel, c'est que la paix appartenait au rituel ou à la technique, mais elle n'a jamais appartenu à l'humain. Alors, on fait un rituel, on fait une technique. Lorsque l'on comprend, le rituel devient une technique, tant qu'on en a besoin. Pour beaucoup, le yoga est un rituel tous les matins. C'est une religion. Pour d'autres, c'est une technique. Et à un moment donné, ils abandonneront parce qu'ils n'en ont plus besoin. Ils vont passer à quelque chose d'autre. De ces temps-ci, plusieurs lectures, comme Steiner, me font évoluer rapidement spirituellement. Pourtant, il n'y a pas de contact direct entre l'auteur et moi. Comment expliquer les effets de ces lectures si elles ne transmettent pas d'énergie? Pour la simple raison que la personne, lorsqu'elle lit ceci, elle orchestre, elle place, elle programme sa vibration mentale dans ce qu'a écrit ce bonhomme, Steiner. Et automatiquement, sa vibration mentale influence sa vibration émotive, et lorsqu'il lit cela, il fait vibrer son âme dans une harmonique particulière qui le met automatiquement en contact avec l'énergie mémorisée dans l'astral collectif de Steiner et de tous ceux qui l'ont connu et de tous ceux qui l'ont lu. Voilà pourquoi. Alors, il prend l'énergie restée. Et plus il y aura d'êtres humains qui vont lire Steiner, plus ils vont redynamiser cet égrégore steinerien, et plus ils vont le colorer. Alors, d'ici quelques 50 ans, lorsqu'on va lire Steiner, on n'aura plus rien de ce que lui a écrit, énergétiquement. On aura une énergie, mais qui n'aura rien à voir avec la sienne. Elle aura été remplacée par tous ceux qui l'ont pris et qui l'ont remplacée par ce qu'ils ont compris de ce qu'ils ont lu. Voilà pourquoi. Alors, l'énergie n'est pas celle de Rudolf Steiner. Comment puis-je contester celui qui génère l'ajusteur de pensée et ainsi m'en détacher si je suis entièrement d'accord avec ce qu'il révèle? En posant des questions, et la seule façon de contester un ajusteur de pensée, c'est la question. Si l'on veut me contester, on pose des questions. Et ce n'est pas une contestation violente, ce n'est pas une guerre. Je répète que ce n'est pas une guerre d'ego. Je peux contester François. Contester vient d'un mot, en espagnol, contestar veut dire question. Alors, contester, c'est poser des questions. Et non pas astiner. C'est pas pareil. C'est pas que c'est en espagnol, mais c'est pas pareil. Alors, je suis d'accord, François dit quelque chose, je suis d'accord avec. Pourquoi? Mais pas un pourquoi. Là. Pourquoi ceci? Pourquoi ça? Et pourquoi pas telle chose? Alors, comment expliques-tu ceci? Alors, pourquoi ceci? Et on se fout de savoir si j'ai raison, s'il y a raison, si on a tort ou si on a raison. Énergétiquement, on grimpe des échelles. On s'en va. Et là, les questions qu'il faut poser, c'est des questions à un moment donné que j'ai posées, que l'humanité n'a jamais posées. Et les réponses que l'humanité n'a jamais répondues, est-ce qu'ils sont vraies ou fausses? On s'en fout. Regardez ceci. Si je peux dire, je peux répondre à la question qui est Dieu? Pouvons-nous savoir si ma réponse est vraie ou non? Mais on ne peut pas savoir non plus si la question est vraie ou non. S'il n'y a pas de Dieu, comment peut-on poser la question qui est Dieu? Alors, dans cette contestation, il n'est pas question de savoir si la réponse est vraie, si la question est vraie. Il est question de questionner, il est réponse de répondre. Pourquoi allez-vous mourir? C'est pas une question. Pas pourquoi l'être humain meurt. Pourquoi allez-vous mourir? C'est pas une question à poser, ça. Pas pourquoi l'humain meurt. On pourrait
transmuer la question et se la poser en disant « Pourquoi vais-je mourir? » Ben, il y a des réponses. Des réponses en accord total avec la question « Pourquoi allez-vous mourir? » Alors, comment contester? Ben, c'est ça, poser les questions. Je peux contester François, il me conteste aussi. Nous pouvons nous contester intelligemment. Alors, on s'assoit autour d'une table, on commence avec pourquoi, n'importe quoi. Et on répond. Et on ne dit pas, non, non, ouais, mais là, ta réponse, là, tu sais, on ne la compare pas avec ce que nous avons déjà dans nos bagages. On bloque le contact. Une solution au problème de l'humanité. Ah, il faut qu'il arrête de se droguer. Ah, mais la drogue, c'est pas rien que ça qui est le problème. Mais non, j'ai tout bloqué. Il faut que l'humanité arrête de se droguer. Pourquoi la drogue les empêche-t-elle d'évoluer? Alors là, je continue. Alors, si c'est lui qui répond, je lui donne la possibilité de répondre et de répondre et de répondre. Pendant ce temps-là, moi, je suis avec mes questions. Mais si on dit, oui, la drogue, c'est pas juste ça, il y a aussi la guerre, il y a aussi... Bon, mais là, on n'en sortira jamais. Alors, on va dire, parce que l'être humain est émotif. Pourquoi l'être humain est-il émotif? Parce que l'émotivité, c'est quelque chose légué par Lucifer et puis c'est zéro. Pourquoi est-ce zéro? Pourquoi Lucifer l'a-t-il légué? Pas savoir si Lucifer l'a fait ou non, s'il existe ou n'existe pas, ou etc. Alors, le contact avec l'ajusteur de pensée et l'évolution, c'est ça, on pose une question qu'on répond. On se fout de la question, on se fout de la réponse. Il y a des réponses qui vont vous amener une dose d'énergie incroyable qui vont vous permettre d'avancer. Pas la réponse au niveau oral, la réponse au niveau de la réponse. Pourquoi moi je fais une conférence la semaine prochaine qui porte justement le titre « Pourquoi allez-vous mourir ?» Cela m'oblige à amener des réponses énergisantes, énergétiques. Et je me fous de la question. Parce que quelqu'un pourrait carrément me répondre, ça ne te regarde pas. Effectivement, ça ne me regarde pas là. Pourquoi allez-vous mourir? Alors là, je viens de répondre d'une manière suspecte. Qui énergétiquement, j'ai plus pas mis assez d'énergie pour pas trop. La personne, ça ne te regarde pas. Ben, c'est ça, c'est la réponse qui est importante dans l'énergie. Alors, comment se contester? Comment contester? On conteste, on pose des questions. Contestar en espagnol et la formula, c'est la façon de dire pose des questions. Il reste sur les tablettes la question du double éthérique en regard avec l'ajusteur de pensée. Quelle est la différence? Je crois qu'il reste une ou deux questions qui ont été mises de côté. Bon, l'ajusteur de pensée, le double éthérique. L'ajusteur de pensée, il a comme fonction la réorchestration, la reprogrammation biologique, donc neuronique du cerveau. Cette restructuration neuronique permet donc l'expression d'une façon neuve d'énergie ancienne, créant par le fait même une énergie nouvelle, l'ajusteur de pensée. Cet ajusteur de pensée a aussi la fonction de permettre l'expression d'une énergie neuve, d'une façon neuve, donc sans coloration intégrale de la mémoire expérientielle de l'humain. Elle va lentement forcer l'ego à s'auto-digérer et toutes les énergies de l'ego seront, par l'intermédiaire du canal ajusteur de pensée, restructurées dans l'énergie éthérique, c'est-à-dire au niveau du plan supramental à l'extérieur de la planète, pour constituer un double qui va permettre la vision expérientielle d'un humain égoïque dans un contexte et planétaire et extraplanétaire. Donc, le double éthérique est un double constitué non pas à l'échelle terrestre, au niveau des plans planétaires, mais à l'échelle cosmique, donc à l'échelle supramentale. Alors, l'être humain aura à un moment donné et un corps de lumière, un corps éthérique. Quand ce corps de lumière vient chercher le corps physique, il le dissout en dedans de quelques minutes. Et c'est ce qui est arrivé au Nazaréen lorsque son corps éthérique est venu dans la tombe chercher son corps physique. Son corps physique n'est jamais sorti, il a été dissous. Et c'est le corps éthérique qui a été vu par pas les astronautes, mais les apôtres. Alors donc, le double éthérique est le corps qui va permettre à l'humain de vivre dans deux endroits différents en même temps, lui donnant l'approximation d'une conscience cosmique. Et